Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer. D'abord, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année, qui commence donc par une grève, raison de plus pour vous remercier d'être là malgré les difficultés que certains d'entre vous ont pu rencontrer pour se déplacer. Et enfin, donc, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas Arpagian. Nous avons entamé cette année à l'Institut Diderot une réflexion multidimensionnelle sur la question des frontières, des limites, des transitions et des transgressions. Avec le sentiment que nous avions que ces frontières, ces limites deviennent de plus en plus floues ou poreuses, d'où l'exposé de Francis Wolff sur l'Europe, l'exposé de Claudine Cohen sur la notion d'hybride et d'hybridation au sens strict, au sens métaphorique, des exposés à venir sur la question des transgenres, sur le wokisme, etc. Mais donc la question des frontières numériques, évidemment, se pose aujourd'hui avec une acuité tout à fait particulière. Et c'est pour parler de ces frontières numériques que nous avons invité Nicolas Arpagian. Je dis invité, je vais à peine prononcer le mot, tellement il est chez lui, puisque Nicolas est membre du conseil d'orientation de l'Institut Diderot. Mais ce n'est que le moindre de ses titres de gloire. Nicolas est d'abord et avant tout un grand expert en cybersécurité. Et il me disait à l'instant que sa singularité dans ce domaine, c'est de cumuler des fonctions opérationnelles et des fonctions académiques. Alors, s'agissant des fonctions opérationnelles, il a longtemps été vice-président d'Orange Cyberdéfense. Il est actuellement directeur de la stratégie en cybersécurité de Trend Micro. Quant à ses fonctions académiques, il enseigne à la fois à l'École nationale supérieure de la police, à l'École de guerre économique et à l'École nationale de la magistrature. Avec ces doubles casquettes opérationnelles et académiques, je pense que nous n'aurions pas pu trouver un meilleur expert. Alors, parmi ces livres, je n'en citerai que deux, le Que sais-je sur la cybersécurité, publié il y a quelques années, et le tout récent que nous avons le plaisir de vous offrir, frontières.com, sous-titré numérique, comment survivre à la confusion qui vient. Eh bien, pour survivre à la confusion qui vient, je vous propose d'écouter d'abord la clarté de Nicolas Arpagian. Nicolas, la parole est à toi pour 45 minutes. Merci. Alors, cher André, merci pour cette présentation, cette invitation. Merci Jean-Claude également pour cette sollicitation et puis également sur cette invitation que vous m'avez faite de participer au conseil d'orientation de l'Institut parce que c'est un lieu de frottement intellectuel tout à fait bienvenu. Et je vous évidemment transmets tous mes vœux qui sont toujours bienvenus de bonne augure pour ce début d'année. Alors effectivement, lorsque on a commencé à se préoccuper des problématiques de numérique dans une vie quotidienne, en tant que dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde institutionnel, et avec des enjeux qui vont couvrir tout ce qui est rendu possible par les usages numériques. Et est-ce qu'on était dans un monde très structuré, dans un monde très maîtrisé en termes d'organisation quand il était strictement cellulaire, strictement physique. En tout cas, c'est certain que, André a prononcé le terme de porosité. Et c'est ce qui va caractériser de plus en plus l'univers numérique. C'est un univers où justement les distinctions entre les univers vont être rendues de plus en plus... c'est pas inexistante, mais vraiment poreuses. C'est-à-dire que les délimitations perdureront, mais avec des mouvements de l'un à l'autre. Lorsqu'on parle de frontières, la frontière, c'est spontanément une logique d'État. L'État justement a besoin pour exister d'avoir des frontières et surtout d'être reconnu par les autres États. Il n'y a pas de frontières qui vaillent si la communauté internationale ne les reconnaît pas, parce que effectivement, elles vont être considérées à ce moment-là comme usurpées et problématiques.
Cette frontière, lorsqu'on travaille sur justement l'analyse de ces séparations, c'est vrai que les géographes sont les mieux placés et on a toute une réflexion politique, philosophique, conceptuelle sur ce qu'est une frontière. Alors, on a Lucien Febvre, le cofondateur de l'école des Annales, avec Marc Bloch, qui ce qu'on s'interroge, est-ce que c'est une coupure, est-ce que c'est une couture, est-ce que c'est un élément de liaison ou au contraire, est-ce que c'est un élément de séparation? Et dès lors que l'on va envisager une approche poreuse, c'est vrai que à ce moment-là, on voit bien qu'il va falloir choisir son camp ou en tout cas avoir une conception sur cette problématique. Lorsque l'on va ensuite s'intéresser à un État, à une société organisée, il va y avoir, et les jurisconsultes sont assez d'accord sur le sujet, d'avoir 3 composantes. Il faut 3 composantes pour qu'un État existe en tant que tel. Il faut déjà un système de droit organisé, un système de droit contraignant qui puisse s'appliquer. Il faut que ce droit s'applique à une population rassemblée sur un territoire. Et si il manquait une des 3 composantes, le droit, la population ou le territoire, il n'y aurait pas en tant que tel d'État à part entière. Et lorsqu'on commence à s'intéresser à ce cocktail, en quelque sorte, on va s'apercevoir que dans ce monde numérique, on a des acteurs qui sont des producteurs de normes, des producteurs de droits, qui ont une population, des utilisateurs, et qui ont un territoire, ce fameux cyberespace, ces espaces numériques qui sont des infrastructures, alors qui peuvent être d'abord des serveurs de manière à stocker les données, et puis tout un réseau, un maillage alors ça peut être satellitaire, ça peut être des câbles sous-marins, ça peut être des interconnexions terrestres, mais d'avoir effectivement ce territoire numérique. Et les dernières années ont en plus fait apparaître des acteurs dans cet univers qui ont des puissances normatives et des puissances financières qui sont comparables à celles des États. Et c'est là où on va s'apercevoir que ce monde va devenir poreux. C'est des actions qui étaient cantonnées, réservées, presque des privilèges d'État, vont devenir la matière première, l'action transférée, quelquefois de manière délibérée, quelquefois c'est plus une appropriation de leur part, par des acteurs qui, évidemment, ont les caractéristiques théoriques, je l'évoquais, un droit, une population et un territoire, mais qui évidemment ne sont pas des États. Et donc on va bien voir que dans des intérêts de puissance, dans des logiques d'affrontement, il va y avoir des parties prenantes qui n'existaient pas jusqu'à présent dans le théâtre que pouvait représenter la scène sociale, la scène politique et évidemment la scène humaine. Alors, je vous propose de manière pas très originale, alors devant un philosophe d'avoir un plan extrêmement primaire, mais je prétends qu'il soit robuste parce qu'il est simple. On va parler de droit, on va parler de population et on va parler de territoire. Et c'est là où effectivement on va s'apercevoir que dans ces différentes dimensions, il y a de la porosité qui n'est pas forcément problématique, dès lors qu'elle est comprise, dès lors qu'elle est assumée et dès lors qu'il y a ce qu'on va appeler un bénéfice ou en tout cas un avantage par rapport à une situation antérieure, on peut le considérer. Mais par contre, on ne pourra pas faire l'économie de cet apprentissage, quel que soit notre grade, quel que soit notre âge, quel que soit notre diplôme, de cet apprentissage de 2 dimensions qui s'imposent dans notre quotidien dès lors que nous sommes équipés de ce genre de machines, et que nous sommes non seulement numérisés, mais interconnectés, c'est une meilleure connaissance du droit et une meilleure connaissance de la technologie. Pas pour faire de chacune d'entre nous un ingénieur, une ingénieure en informatique, ça n'aurait pas de sens, mais d'avoir une compréhension de comment ça fonctionne, quelles sont les grandes mécaniques de ce système. Et également, sans faire de chacun un éminent ou une éminente juriste, mais d'avoir une connaissance de ses droits, de ce qui peut être exercé, réalisé dans cet univers, ou au contraire, ce qui mérite d'être, sinon interdit, en tout cas très largement encadré. Alors, pour commencer sur la problématique du droit, c'est vrai que jusqu'à présent, et là on revient dans une acception, le plaisir d'avoir une éminente parlementaire avec nous, effectivement, on vote une loi appliquée sur un territoire et c'est assez transparent. La problématique de ce cyberespace, de cet espace numérique, c'est qu'il faut le reconnaître, les États, alors est-ce qu'ils ont échoué ou est-ce qu'ils se sont mis en position de ne pas réussir, c'est une vraie réflexion, n'ont pas été très performants pour aboutir à ce qui devrait être justement une réglementation d'un espace globalisé et interconnecté. Et c'est la raison pour laquelle, même si
toutes les organisations internationales, mais alors de l'OCDE à l'Union européenne évidemment, de l'ONU via son agence spécialisée, l'UIT, l'Union internationale des télécommunications, donc un peu comme il y a l'UNESCO pour le patrimoine culturel, l'UNICEF pour la protection de l'enfance. Il y a donc une organisation dédiée au monde des télécoms, l'UIT, qui a eu l'ambition, pour pas dire la prétention, de voir à une réglementation de cet univers. Et en fait, pour être clair, des déclarations d'intention, des concepts théoriques, mais quand il s'agit de passer à l'opérationnel, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on se met d'accord, en fait, on est arrivé à rien. On est arrivé à des concepts, à des évocations de principes. Le seul texte qui va exister dans cet univers, c'est un texte de 2001, de novembre 2001, alors qu'il n'a rien à voir, qui n'est pas un enfant du 11 septembre, parce que c'est une convention du Conseil de l'Europe, la convention de Budapest, qui a été initiée d'ailleurs à l'origine pour lutter contre la pédopornographie et qui a été de la pédocriminalité et qui était donc de dire bon, voilà, il faudrait qu'on fasse de la coopération au-delà de la seule entente régionale que seraient les 27-28 pays de l'Union européenne, et donc les États-Unis et d'autres pays ont commencé à souscrire à cette convention internationale. Mais hormis cela, et hormis l'initiative mais qu'on va qualifier de régionale européenne, avec par contre une vraie production normative, que ce soit sur les données personnelles, avec le règlement général sur la protection des données, entré en vigueur en 2018, un texte moins connu parce que, enfin, dans le monde économique, oui, mais moins dans le grand public, qui est une directive qui s'appelle la directive NIS, N-I-S, qui, à l'initiative d'ailleurs de la France et de l'Allemagne, a considéré que nos sociétés numérisées devaient pouvoir s'appuyer sur alors, ce que les Français appellent dans leur réglementation des opérateurs d'importance vitale. La nomenclature européenne est moins grandiloquente. Elle parle d'opérateurs de services essentiels, mais c'est exactement la même démarche, qui est des structures qui, quelle que soit la volonté politique de leurs dirigeants, doivent répondre à des cahiers des charges. C'est-à-dire que c'est des domaines où la collectivité, l'État va dire « vous êtes si critique à la conduite de l'activité collective qu'une défaillance de votre part mettrait en péril toute une collectivité nationale. » En clair, alors, on a désigné 12 secteurs d'activité, le traitement de l'eau, l'alimentation, la banque, les télécoms, notamment, et des entreprises au sein de ces secteurs ont été désignées. Alors, on ne peut pas donner la liste, puisque cette liste est classifiée, alors que le ciel s'ouvre et vous êtes frappé par la foudre si vous donnez le nom d'une de ces entreprises. Nous ne prendrons pas le risque ce matin. Et donc, on voit qu'on a dit à ces entreprises, bon, vous êtes une dirigeante, un dirigeant d'entreprise, mais vous n'êtes pas autonome quant à la conception de votre politique de sécurité, parce qu'on considère que si vous êtes défaillant, s'il n'y a plus, par exemple, d'électricité, bah, effectivement, on voit bien qu'en cascade, il y a tout un système. Donc, on a des gens à qui on va dire, voilà, votre activité, elle est un peu particulière, liée à cet univers-là. On va commencer à empiéter sur l'autonomie d'un dirigeant dans cet univers-là. Et puis, l'Union européenne, il faut lui reconnaître, même si on l'a un peu moqué, pendant un temps, en disant, vous savez, on dit les Européens régulent, les Chinois copient et les Américains créent. Il n'empêche que cette production normative a quelquefois suscité, a été source d'inspiration pour un certain nombre de pays. Et d'ailleurs, les États-Unis ont créé, ça sur les infrastructures critiques. La Chine a fait une réglementation dans ce domaine-là. Et donc, on voit que ça a infusé et la réflexion a été conduite. Mais donc, on a du droit qui commence à se poser, mais de manière parcellaire et pour des intérêts stratégiques, c'est-à-dire effectivement concernant la continuité de l'activité. Et donc il y a une certaine solennité apportée à ces thématiques. Le droit, c'est par contre, donc là on voit ce sont les États qui vont essayer de jouer un rôle dans ce domaine-là, et puis on a une mécanique inverse, des entreprises vont être des productrices de droit avec une puissance, avec une réactivité sans égale. Lorsque Facebook à l'époque, Meta aujourd'hui, décide de dire le tableau L'origine du monde de Courbet, c'est de la pornographie, je le supprime de l'ensemble des plateformes de mon périmètre, alors que c'est un tableau qui est au musée d'Orsay, qui fait quand même partie d'une tradition et d'une capacité, d'un univers culturel documenté, ça a effectivement un impact immédiat.
parce que c'est une décision, elle est prise et de manière automatisée, elle va être déployée. Lorsque Twitter, à l'époque, décide de bannir le 45e président des États-Unis, ça se fait sur une décision unilatérale. Il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas de cour d'appel, il n'y a pas plaidoirie. C'est une décision unilatérale d'une entreprise qui dit « Ah, au fait, à partir de demain, cette personne, à tort ou à raison, c'est pas le sujet, en tout cas, ne va plus pouvoir s'exprimer. » De la même manière, lorsque Elon Musk, entre autres qualités, propriétaire de la constellation satellitaire Starlink, répond à la sollicitation d'un homme, un vice-ministre ukrainien, qui dit « Est-ce que vous pourriez, monsieur Elon Musk, déplacer la constellation Starlink au-dessus de l'Ukraine ?» Vous avez un entrepreneur, là aussi, à tort ou à raison, il y a des qualités et des défauts certainement, mais qui prend une décision. Il n'y a pas de réunion du Conseil de sécurité, il sollicite pas ses actionnaires, il sollicite personne, et il décide de déplacer la constellation Starlink au-dessus de l'Ukraine. Ce qui a certainement joué un rôle dès lors que le plan initial manifestement de la Russie était de détruire des infrastructures physiques au sol de manière à rendre aveugle, muet le territoire ukrainien. Et donc, une entreprise va être une contributrice à ce qui était avant du droit international public, des relations entre États, et va jouer un rôle, et ça c'est sans précédent, en termes d'efficacité, j'allais dire presque de performance, et de rapidité dans le déploiement de ces actions-là. Et d'ailleurs, on voit que dans ce monde qui devient hybride, Twitter, Meta ont commencé à se doter de juridictions. Alors des juridictions, et on voit bien qu'elles sont, elles ont l'appétit de la structure publique parce que souvent ce sont des anciens ministres, des prix Nobel. Dans le cas de Meta, c'est prix Nobel de la paix. Vous avez des universitaires, vous avez justement des anciens responsables gouvernementaux qu'on va ériger en espèce de tribunal. Donc on ne va pas dans le tribunal d'État, on va dans une espèce de juridiction interne qui d'ailleurs à dire ah oui mais en fait c'est une juridiction à géométrie variable et puis il y a certains cas où elle sera peut-être pas saisie, et puis par contre c'est insusceptible d'appel. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de droit qui se construit et qui a vocation à remplacer les instances existantes. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, puisque c'était le 11 janvier dans le Wall Street Journal, Joe Biden, président des États-Unis d'Amérique, fait une tribune, signe un point de vue dans le Wall Street Journal, où il demande aux républicains et aux démocrates. L'expression, c'est « Unite against big tech abuses ». Donc, il demande un appel à la solidarité politique en disant à la classe politique des États-Unis, qui est potentiellement conflictuelle, semble-t-il, de dire « Attendez, là, il faut que vous, élus républicains démocrates, il faut qu'on s'allie face, j'allais pas dire contre, mais face à des acteurs. » Et d'ailleurs, même je notais dans le livre une phrase du très libéral The Economist, qu'on ne peut pas supposer être quand même un magazine plutôt libéral, et qui avait trouvé un nouvel acronyme pour désigner ce que nous, alors il y a que les Français qui les appellent GAFAM, vous savez, les Google, Amazon, Facebook, en disant ils sont bad, ils sont big, ils sont anti-competitive, ils sont addictive et destructive to democracy. C'est-à-dire que vraiment toutes les caractéristiques qui en principe on ne souhaite pas avoir dans son voisinage immédiat. Et c'est intéressant de voir que justement ce sont des acteurs où même quand on a une acception libérale de l'économie, en tout cas on s'interroge sur leur place au-delà de leur stricte activité économique. Dans ce monde de porosité, il est intéressant, je vous recommande la lecture, puisque sa version expurgée a été mise en ligne il y a quelques jours, l'audition du général Aymeric Bonnemaison. Le général Aymeric Bonnemaison est notre cyber command, c'est-à-dire que c'est le chef d'état-major cyber en France, puisque la France s'est dotée, comme un certain nombre de pays, vous avez un état-major de l'air, de l'air et de l'espace d'ailleurs, de la terre, de la mer, et vous avez donc maintenant un état-major cyber, et d'ailleurs les troupes cyber défilent sur les Champs-Élysées le 14 juillet désormais. Il y a des unités officielles. Et ce qui est très intéressant dans cette audition, alors c'est une audition à huis clos, et donc là, le compte-rendu qui a été publié a été, sinon simplifié, en tout cas expurgé, mais même ce qui est disponible est tout à fait éclairant. Pourquoi il est éclairant? Parce que le général Bonnemaison donne des éléments qu'on deviner intuitivement, mais qu'on a ainsi de bonnes sources, qui est effectivement, si on prend le conflit ukrainien, l'implication directe de grandes entreprises
qui sont, il les cite, il cite Google, il cite Microsoft. On a même un chiffrage pour une entreprise comme Microsoft à 100 millions de dollars, au-delà de la mise à disposition d'infrastructures techniques. Pourquoi? Parce que Microsoft a proposé et a mis en sorte de déployer l'hébergement de données de l'État ukrainien si d'aventure il devait y avoir un envahissement physique de l'intégralité du territoire, pour qu'il y ait une sauvegarde, qu'il y ait une continuité de l'existence de l'État ukrainien dans un domaine numérique. Et c'est une entreprise privée qui a mis à disposition les infrastructures dans ces data centers pour faire en sorte d'assurer ce stockage. Et également le fait de mettre à disposition 100 millions de dollars, c'est de l'argent quand même, pour une contribution éminemment politique. C'est pas, je pense qu'il ne s'agit pas de préserver à court terme c'est pas de l'investissement marketing pour vendre des licences à court terme. Mais donc on voit bien que la ligne budgétaire, l'action opérationnelle va être conduite par des acteurs qui, en principe, devaient répondre à un cahier des charges strictement commercial. Et c'est vraiment sans précédent. Et d'ailleurs, de la même manière, va se poser la question et ce qui inquiète d'ailleurs les militaires dans ce domaine-là, c'est la logique du prépositionnement. Le prépositionnement, ce qu'on appelle effectivement en anglais le unforward operation, c'est-à-dire le fait de dire que peut-être, sans doute, des éléments dormants ont été techniquement déployés dans des organisations éminemment civiles, et c'est là où on revient à nos opérateurs d'importance vitale, nos opérateurs de services essentiels, pour que peut-être, un jour J, à une heure H, il y ait des dysfonctionnements techniques qui déstabilisent une collectivité. Et là, ce sont des entreprises éminemment civiles, des organisations éminemment civiles, mais qui pourraient faire l'objet de déstabilisation. Et donc, il y a cette préoccupation que les Ukrainiens ont eue quand l'attaque physique sur le sol est intervenue, de se dire, est-ce que des entreprises n'ont pas été préalablement infectés, contaminés par ces agents dormants. Et ça, c'est un des vrais sujets. Et donc, on doit déployer beaucoup d'expertise pour essayer de comprendre, pas ce qui a été détruit, non, certes, mais ce qui éventuellement peut faire l'objet de fragilisation anticipée de manière à créer des points de dysfonctionnement supplémentaires. Et enfin, pour cette problématique du droit, c'est ce qu'on a documenté, on a publié des études sur le sujet qu'on a mis en ligne et qui sont disponibles, sur la problématique du cybermercenariat. Ça, on a toujours connu les activités de mercenaires. C'est une activité même depuis les corsaires du roi, ça existe. Là, on a effectivement des gens qui ont une activité crapuleuse un temps de l'année, un temps très conséquent de l'année, et qui ponctuellement vont mettre à disposition d'un État pour des raisons, alors soit idéologiques, soit d'intérêt bien compris, c'est-à-dire que l'organisation criminelle a besoin d'avoir également un parrain, c'est-à-dire un pays qui va, parce que ça sert à rien de voler de l'argent si vous pouvez pas en profiter, donc enfin c'est pas un conseil, mais c'est une réflexion. Et donc l'idée c'est de se dire, il faut un endroit où je serai à l'abri des poursuites, une espèce de havre de paix, et qui fait que quand les juges, dans le cadre de la coopération policière judiciaire internationale, frappent à la porte de cet État fasse tout pour, encalminer, laisser s'embourber les éventuelles réquisitions dont il pourrait être destinataire. Voilà. Et le deal en échange, c'est 1, tu n'attaques pas mes ressortissants, 2, tu n'attaques pas mes entreprises, et 3, quand je sollicite ton expertise, tu es gentil de porter, de répondre à la demande. L'intérêt pour un État, c'est déjà de disposer d'une expertise, parce qu'il faut trouver cette aide bien faite dans ce domaine-là. Et si d'aventure, comme dans Mission Impossible, si d'aventure ils étaient pris, évidemment, il nierait tout contact avec l'entité étatique, et donc il serait à l'abri. Donc cette problématique du droit de qui fait quoi et qui peut être la cible de quoi dans cet univers-là est totalement redessinée. Deuxième composante, j'évoquais la population. La population, c'est là encore un monde sans précédent parce que chaque individu avait, à tort ou à raison, mais avec un équipement qui est techniquement accessible et financièrement abordable, va devenir tout à la fois producteur d'informations, qu'elles soient sous une forme écrite, audio ou éventuellement filmée, va être le relais potentiel, un amplificateur, une espèce de caisse de résonance, et va être également le financeur et le consommateur, destinataire. Et ça, c'est sans précédent. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était globalement sur un modèle assez simple, avec quelques diffuseurs et beaucoup de destinataires. Et même si, globalement, la seule distinction qui existait dans une économie de médias, qui était soit vous aviez
cherchiez à atteindre beaucoup de monde et vous étiez sur une logique de gratuité, soit vous touchiez peu de monde et sur une logique d'abonnement, de souscription, en clair, TF1, Canal+, pour faire simple, des modèles de diffusion assez maîtrisés. Là, on va se retrouver sur un tel abaissement de moyens qu'effectivement, on a des gens qui, à un moment, peuvent devenir contributeurs, peuvent devenir relais, amplificateurs de cette information. Et c'est très important, cet abaissement des barrières technologiques et financières, parce que c'est sans précédent. C'est sans précédent en termes d'outils. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler ces derniers jours je vais même pas dire d'un phénomène, mais d'un outil qui s'appelle ChatGPT, donc qui est un système d'algorithmes. Et ce qui est flagrant, si vous vous intéressez à la fois à la courbe, c'est-à-dire à l'émergence de cette technologie dans un relatif grand public, et de ses appropriations, très sincèrement, c'est sans précédent. Donc, en clair, pour faire simple, c'est une fonctionnalité algorithmique qui a été consumérisée. Consumérisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un a conçu une interface pour la rendre exploitable, manipulable par quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques. C'est un peu comme si vous disiez, il y avait des gens qui font je suis géographe et je sais me retrouver avec des éléments sur un territoire, et puis quelqu'un vous dit attends, mais moi je vais te faire un GPS, tu mets le nom là où tu es, là où tu vas, et ça te fait le chemin. Et tout le monde devient géographe. Enfin, caricature, mais c'est comme ça. Et ben là, le principe de cette interface, ça a été de dire, oui, effectivement, on a une capacité prenant des éléments disparates, puisque ce sont des éléments, je vous le rappelle, qui ont une faiblesse. La faiblesse, c'est qu'il faut qu'ils aient été numérisés. En clair, ce qui n'est pas numérisé n'existe pas, alors que si vous avez quelque chose de vrai ou d'important, mais qui n'a pas été numérisé, il n'apparaîtrait pas dans cette base-là. Mais effectivement, une capacité de créer une accessibilité à ces données. En clair, vous prenez toutes les paroles des chansons d'un chanteur et vous pourriez suggérer l'écriture à la manière de ce chanteur en question. La même manière que, et d'ailleurs l'Université de Lyon on a fait les frais il y a quelques jours, effectivement des examens ont été conduits, les étudiants, comme ils travaillaient sur des bases numérisées, ont produit pour répondre aux examens, enfin ont fait produire par cet algorithme. Donc vous voyez, pas de barrière financière, les étudiants sont en principe globalement démunis, enfin ils n'avaient pas les moyens, et c'était pas forcément des informaticiens, et ils ont quand même utilisé cet outil. Et cet outil a d'autant plus d'importance que dans les déclinaisons de cette matière, on a aussi bien donc la production qualifiée éditoriale de contenu écrit, mais également l'imitation de la voix. C'est-à-dire que la voix va permettre, à partir du moment où vous avez des enregistrements de la voix de quelqu'un, d'être capable de lui faire dire n'importe quoi. C'était avant possible, et ça a nourri des romans d'espionnage et des films de fiction. Aujourd'hui, pour des éléments du quotidien, effectivement, ça va être possible. De la même manière que vous aviez avant des outils qui étaient l'apanage de services de renseignement pour géolocaliser quelqu'un, écouter un téléphone portable, assurer l'identification de ses identifiants sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, alors, c'est évidemment illégal, on est bien d'accord, mais c'est accessible. Et si vous prenez d'ailleurs au tribunal de Paris sur les affaires familiales, vous avez maintenant un nombre croissant de dossiers de contentieux en clair de divorce, qui ne peuvent pas l'être d'un point de vue juridique, parce que c'est évidemment la captation de ces données est illégale, mais on voit bien que des gens, des conjoints, des futurs ex-conjoints, ont essayé de capter des éléments de documentation de la cause qu'ils souhaitaient défendre. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que chacun devient un élément de ce monde-là, sans expertise financière, sans capacité technique. Capacité également remise en question, qui est la question de l'identité. Avant, pour l'État, autre privilège de l'État, d'avoir le privilège d'établir l'état civil. Aujourd'hui, la définition d'une identité, en termes de garantir que la personne qui se connecte est bien celle qu'elle prétend être, en clair, d'ailleurs vous le voyez quand vous souscrivez à des services numériques, on vous dit est-ce que vous voulez créer un compte chez nous? Non, mais sinon si vous voulez, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Gmail, Facebook, etc. Et en fait, l'entreprise, qui n'a rien à voir avec Facebook ou Google de manière comptable, juridique ou d'une quelconque alliance antérieure, en fait se dit, après tout, Google est capable d'établir l'identité que le colonel Moutarde est bien celui-ci et que c'est bien cet individu en question, et donc je peux faire confiance à son profilage, à son établissement. Alors que l'identité est effectivement jusque-là un privilège étatique, et on se retrouve dans une situation où l'État est presque
en retard, dirons-nous, quand il s'agit d'établir, enfin vous avez peut-être les France Connect et autres situations, mais c'est vrai que le risque était qu'à un moment on dise à l'État, ah écoutez, pour payer mes impôts, est-ce que ce serait pas plus simple que je me déclare avec mon Gmail ou avec mon compte Facebook? La question s'est posée, je vous le rappelle, au moment de la pandémie, et c'est toute la singularité de ce monde redistribué, où c'est un jeune homme. Alors, comme m'a dit, je me souviens d'une réunion ministérielle où on m'a dit même pas diplômé de Télécom Nancy, ce qui est considéré visiblement pour un certain nombre d'aristocrates de l'enseignement supérieur comme étant, en tout cas, quelque chose de pas forcément naturel, de dire qui a trouvé une solution pour faire en sorte qu'on ait une photographie de l'état pandémique du pays. Et également ensuite de l'État, où est-ce qu'on a des vaccins, etc. Alors maintenant, j'ai vu que ça lui avait permis de devenir conseiller à la présidence de la République, comme quoi tout est possible. Mais c'est flagrant que nous avions, et c'est des éminents spécialistes, l'INSERM, on avait évidemment les ARS, les agences régionales de santé, le ministère de la Santé, etc. Et au final, c'est un individu tout seul qui a dit, ben voilà, moi je pense qu'il faudrait prendre ces données-là, les mettre comme ça, et faire cette fameuse interface, c'est-à-dire rendre accessible une matière brute et disparate. On a un exemple également avec l'initiative, et donc c'est là où la population joue un rôle, c'est-à-dire qu'un individu isolé sortant du rang peut dire ah ben moi je peux vous trouver un truc et je vais vous le mettre en ligne. Et à la fin vous avez le président de la République quand il veut faire ses annonces qui consulte cet outil plus que la documentation que lui remettent ses administrations. On a vu également ça avec une initiative de la population avec l'application TikTok. TikTok est une application qui n'a jamais fait de publicité dans le métro, de campagne sur TF1 et qui s'est inséré, et d'ailleurs pas uniquement en France, mais dans l'ensemble des pays, par les utilisateurs, par une espèce de tam-tam de cours d'école, de vacances d'été passées chez les grands-parents et que les cousins se retrouvent, etc. Un espèce de tam-tam, et on a donc des gens qui vont utiliser un outil qui n'a pas été transmis par, alors qu'on va qualifier l'autorité, les parents, l'école, et qui se retrouvent avec des règles d'usage, des fonctionnalités qui sont au final méconnus, pour pas dire inconnus, de ceux qui sont en charge, en principe, de, sinon la surveillance, en tout cas, de la pédagogie. Et ça, c'est flagrant. Et ça, c'est une vraie changement de différence, c'est-à-dire que la logique ou la culture était fondée sur les anciens transmettent, peuvent dire, André peut expliquer les risques de fréquenter, peut expliquer à un enfant les risques de fréquenter le quartier chaud d'une ville, parce qu'il a son expérience d'adulte, et dire, voilà, de mon expérience de la vie, je peux dire, voilà, tu as 7 ans, c'est peut-être pas bien qu'à 3 heures du matin, tu sois dans tel quartier, etc., parce que c'est potentiellement dangereux. Là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve dans l'autorité normative, que ce soit les parents, le législateur, dans certains cas, qui, effectivement, ignore l'existence, le fonctionnement et l'environnement. Et donc, c'est sans précédent, puisqu'on ne peut plus être dans cette logique descendante, qui n'a rien de péjoratif, mais qui était fondée sur l'expérience, transmise à des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment impressionnant en termes de volumétrie, c'est-à-dire et de rapidité de diffusion d'une information qui va s'affranchir des règles et des canaux de transmission initiale. Alors évidemment, qu'ont fait les États pour ça? Ça a été essayer de réagir, enfin pas à l'ancienne, mais avec des logiques. Donc vous vous retrouvez avec comment dire, la Corée du Sud, ou d'ailleurs qui commence à désigner des ambassadeurs en poste auprès des grands acteurs du numérique. Un peu comme si c'était justement d'ailleurs un continent, c'était des instances, et on a créé des postes de diplomates. Alors vous avez même un diplomate effectivement sud-coréen dont le métier était de suivre le compte Twitter de Donald Trump. Voilà. Bon, vous avez fait 12 ans d'études pour faire ça, je ne sais pas si c'est gratifiant, mais effectivement on a créé des acteurs qui ont vocation à être auprès de cette communauté numérique en disant mais attendez, ils ont production normative, capacité financière et de structure. Problématique qui va se poser également, un effet sur la population sans précédent, c'est alors ce qui a été conceptualisé, notre camarade Étienne Klein, qui est également au conseil d'orientation de l'Institut, en est un des fins spécialistes. On a travaillé sur l'effet, ce qu'on a appelé Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, ce sont deux psychologues qui ont établi dans le début des années 2000, enfin fin 99, le principe de surconfiance. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vont, et la pandémie a été un terrain d'épanouissement de cette, j'allais dire presque pathologie, mais ça n'en est pas une, mais de cet effet de Dunning-Kruger, c'est quand des gens vont aller sur 3-4 sites internet, naviguer sur quelques forums et vont s'ériger spécialistes d'un domaine extrêmement robuste, qui peut être la santé, peut être le nucléaire, peut être un sujet. Et donc un sentiment de dire, moi en tant qu'individu, je peux m'ériger au même niveau d'expertise, de compétence qu'une autorité documentée qui a éprouvé des éléments. Et ça, c'est très déstabilisant. Pourquoi? Parce que, évidemment, à partir du moment où vous morcelez les éléments d'autorité, eh ben, vous fragilisez l'ensemble de la structure. Et donc, des gens vont dire, c'est ce qu'on a vu sur la problématique vaccinale ou la problématique sur la politique de santé publique, des gens qui
ayant collecté des éléments disparates, à leur mesure, vont créer des éléments de ce qui aurait dû être des éléments de cohésion, deviennent au contraire des éléments de fragmentation. Et la difficulté, c'est que j'évoquais tout à l'heure l'importance pour cette population d'avoir des éléments numérisés en disant c'est ça qui va servir de matériau à la confection de la connaissance collective. Et la difficulté, c'est qu'évidemment, on va être de plus en plus dépendant de l'actif numérisé et de la mémoire. Et que ceux qui vont maîtriser la numérisation de la connaissance seront les maîtres de la connaissance future. On revient d'ailleurs à ce que le génial et toujours pertinent George Orwell dans 1984 écrit en disant qui commande le passé commande l'avenir. En clair, si effectivement vous êtes capable de réexpliquer aux gens ce qui s'est passé avant, vous êtes en mesure de façonner leur manière d'aborder le monde. Et qui commande le présent commande le passé. En clair, quand vous êtes en position d'autorité, c'est vous qui maîtrisez les archives. Vous pourriez potentiellement tronquer, altérer, modifier, et donc ainsi créer une connaissance qui permettra d'orienter la perception du monde tel qu'il se dessine. Et c'est vrai que cette conception du patrimoine numérisé peut déstabiliser des populations qui, à un moment, vont s'intéresser à un sujet ponctuellement, parce que l'actualité le fera, et qu'ils auront l'illusion que ce qu'on met à leur disposition est la réalité et en tout cas la complétude de ce qui est disponible. Et ça, c'est intéressant parce que ce monde numérisé et interconnecté, qui est bienvenu pour l'essentiel, il ne s'agit pas du tout de le regretter ou de le déplorer ou d'appeler à un changement, mais façonne les orientations. Aujourd'hui, nous avons connu, et d'ailleurs nous sommes au mois de janvier dans cette période-là, prenons la période des soldes. Les soldes, il faut un arrêté préfectoral. S'il n'y a pas d'arrêté préfectoral, avec une date de solde, avec une fin de solde, avec une réglementation très élaborée sur les soldes, il faut que les produits soient dans les stocks avant, avec des baisses de prix. Enfin, si vous avez déjà vu la réglementation sur les soldes, c'est un bonheur de hauts fonctionnaires, parce que c'est évolutif, c'est en plus avec des zones territoriales, bien sûr. Je pense à nos amis frontaliers avec le Luxembourg, en plus, qui ont des régimes d'exception. Bref, c'est une conception administrative de haute volée. Est arrivé le Black Friday, est arrivé la fête des célibataires, est arrivé des choses. On va dire, mais c'est pas des soldes. Moi, je fais le Black Friday. Ah bon, mais ça ressemble quand même un peu à ça. Non, non, rien à voir. Et donc, vous avez toute une conception administrative applicable à un territoire. Et quand je dis un territoire, c'est même, voilà, des départements qui ont des dates préalables parce qu'on considère que, enfin, ça a été négocié de haute lutte. Et au final, tout ça est totalement balayé parce qu'on va dire, non, mais en fait, il y a la fête des célibataires. Ah bon? Oui, en Chine, tu sais, le 11 novembre, parce que 1-1-1, ça porte bonheur, tout ça. Toc, on fait la fête des célibataires. Le Black Friday, très bien. Mais de la même manière qu'Halloween. Et à la fin, Halloween devient un élément beaucoup plus fort de la culture qu'une fête de la Toussaint. Et il ne s'agit pas de parler religion en tant que telle. Mais au final, vous allez avoir des commerçants qui vont décorer leur boutique au nom d'Halloween, qui n'a aucun lien, simplement l'import de la culture, de la dimension, la proximité, le fait de pouvoir... Alors évidemment, il y a un peu de commerce derrière tout ça, ce qui est peut-être le vrai moteur, mais c'est vrai que c'est un des sujets intéressants de façonnage par la mise à disposition d'informations sans intermédiaire et qui arrivent directement sur les téléphones des gens. Et pour montrer que c'est une réalité, ce poids politique, c'est que la Corée du Sud, par exemple, a désigné, alors je ne sais pas si vous êtes les grands amateurs de musique, Jean-Claude, est-ce que vous êtes amateur de K-pop, la pop coréenne, bon, faut le voir, hein, c'est un spectacle et c'est esthétique. Il n'empêche que la Corée du Sud, qui se trouvait un peu légère en termes d'influence culturelle, a fait un choix politique de dire je vais investir un groupe, citer un parmi nous qui s'appelle BTS, simplement, il les a désignés comme ambassadeurs. Et ça veut dire qu'ils ont bénéficié de la puissance de l'État. Et aujourd'hui, quand le groupe BTS, pour vous donner... Alors, je l'ai mis comme indicateur, ça vaut ce que ça vaut, mais quand ouvre la location des concerts à Bercy, c'est en minutes que se compte la dispersion totale des places. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté de dire il faut incarner. La Corée du Sud n'a pas forcément dans l'imaginaire une place collective. Et donc, on va, par les réseaux sociaux, par le numérique, faire en sorte d'en faire une arme politique, en tout cas un atout de valorisation de la démarche. Et les cours en coréen, effectivement, ont progressé, les inscriptions dans les instituts de formation coréens, suite, effectivement, à ce travail fondé sur le numérique, de faire une culture, une connaissance qui soit accessible et disponible. Alors évidemment, le problème du numérique tel qu'il est là auprès d'une population, c'est que c'est à la fois, sans doute, parfois très vertueux, dans l'hyper-personnalisation, et c'est potentiellement problématique. Il est évident que ce que permet de faire le numérique, c'est le profilage presque ultime des usages de l'individu. Ça donne le crédit social chinois,
C'est-à-dire le fait de dire, après tout, je vais agglomérer l'ensemble de vos activités humaines qui sont, est-ce que vous traversez dans les clous? Est-ce que vous donnez votre sang? Est-ce que vous rédigez des commentaires défavorables sur les réseaux sociaux? Et hop, on va cumuler tout ça. Et ça vous donne une cote à la hausse ou à la baisse, évidemment, et vous vous doutez que plus votre score baisse, moins votre qualité de vie est agréable. Et effectivement, on a ainsi cet univers où la population va être directement concernée dans sa géolocalisation, ce qu'on appelle alors en bon français les smart cities. Qu'est-ce que c'est qu'une smart city? C'est une promesse généreuse de dire on va optimiser la vie en collectivité par le numérique. Là où la population va être concernée, c'est que effectivement, dès lors qu'on suit vos déplacements, vos interactions, ça peut avoir des finalités totalement innocentes et généreuses, et au contraire des problématiques. Il y a un cas très intéressant, d'ailleurs, en 2017, la ville de Toronto a confié à Google un projet pour une zone qui fait 5 hectares sur la ville de Toronto. On va faire survoler la ville par un avion, géré par Google, sur une zone de 80 km² à peu près. L'idée, c'est qu'on enregistre tous les déplacements, voitures, piétons. Avec le cahier des charges, c'est automatisation des usages, personnalisation des usages et optimisation des dépenses. C'est le cahier des charges donné à Google en disant, voilà, vous nous surveillez, vous regardez ce que font les gens, 24 heures sur 24, sur 80 km², donc sur une zone de la ville de Toronto, parce que ça va nous permettre de comprendre comment est la ville. Alors en fait, l'idée aussi, c'était de se dire, aussi, si un accident survient ou un crime survient, ça nous permettra de remonter dans le temps les enchaînements. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie le rendait possible. Budgétairement, ça rentrait. On avait le prestataire, enfin en tout cas la ville de Toronto avait le prestataire. Et donc ce qui est intéressant, c'est que en disant, ce sera forcément un super progrès pour la collectivité humaine. Bon, il s'avère que la gestionnaire du programme a à un moment dit, je pense que c'est quand même avant tout un outil de surveillance qu'un outil de gestion publique, administrative, et elle a donc démissionné quelques mois après. Et ça a été, alors le confinement a été fatal, et donc ça s'est arrêté. Mais l'idée étant effectivement de descendre jusqu'à l'univers le plus intime, jusqu'à l'individu. Alors, l'argument, juste pour être tout à fait honnête, c'était de dire, alors en fait, les pixels permettaient pas de voir le visage. Bon, enfin, il n'empêche que quand vous avez suivi un pixel qui va à un endroit tous les matins, qui repart, etc., le dernier mètre, c'est-à-dire de se dire, au fait, c'est qui ce pixel, était effectivement totalement accessible. Et donc, effectivement, c'est la démonstration de l'importance dans une collectivité paisible, civile, du croisement des données, avec une ambition tout à fait, généreuse de prime abord, mais qui effectivement est transférée à une entreprise qui, elle, a la capacité, en tout cas technique, de le faire, avec un modèle économique qui est effectivement assez attirant pour le sujet. Et ça, c'est vrai que cette logique de ville sur effectivement faire en sorte de surveiller cet environnement. Et sans précédent, pourquoi? Parce qu'avant, vous aviez la fameuse phrase « on ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde ». Donc c'était oui, on peut l'envisager, mais en fait, matériellement, c'est pas possible. Et donc, ce que change par rapport à cet univers, c'est c'est pas un monde de surveillance, police, justice, c'est pas un monde strictement commercial. Et là encore, on a cette hybridation entre les différents mondes. Et c'est vrai que ce qui va caractériser cela, c'est effectivement ce croisement. Et le croisement, l'entremêlement de l'exploitation des données. Et c'est vrai que cette hyper-personnalisation, elle va être dans tous les domaines. On l'a vu pour les déplacements, pour comprendre qui fait quoi, qui interagit, combien de temps, où, avec qui, mais également sur la mise à disposition de la connaissance du monde et la mise à disposition de l'information. Pourquoi? Parce que ce que vous allez recevoir sur votre messagerie, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ne sera pas le message générique envoyé à l'ensemble d'une population. On va être dans une hyper-personnalisation qui, évidemment, va être satisfaisante, parce que vous aurez l'impression d'être traité comme un individu, enfin, nous aurons l'impression d'être traités comme un individu, mais qui, évidemment, annihile une capacité d'un sentiment collectif. Pourquoi? Parce qu'évidemment, chaque histoire, chaque narratif sera différent. Alors, on l'a vécu avec Cambridge Analytica aux États-Unis, et ça m'a fait penser à cette phrase de David Galula, donc, qui est un stratège, alors
français, mais qui a connu plus de succès aux États-Unis et qui disait on peut préférer une Ronéo à une mitrailleuse. Alors évidemment à l'époque lui il pensait à la Ronéo parce que c'était son média, mais c'est vrai que c'est là où on s'aperçoit que lorsqu'on voit la SMP, la Société militaire privée Wagner d'origine russe, qui cumule les deux, la capacité d'intervention physique avec la mise à disposition d'éléments de communication sur les réseaux sociaux, dans des médias créés de toutes pièces, de manière à accompagner l'engagement de troupes sur le terrain, ou en tout cas la préparation de l'état d'esprit d'une population qui sera confrontée à des troupes sur le terrain, à des actions physiques. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours intéressant de s'affranchir de la technologie, qui n'a pas beaucoup d'importance parce qu'elle est précaire et elle est évolutive, de relire de la démocratie en Amérique de Tocqueville, où effectivement Tocqueville s'inquiète, enfin s'alarme d'ailleurs presque plus dans son texte sur l'individualisme, c'est-à-dire le fait que si on est effectivement la cible et qu'on ne conçoit son action au quotidien dans sa petite société, ce qu'il appelle sa petite société, c'est-à-dire le fait on est chacun dans nos propres intérêts et dans notre propre communauté, inévitablement, on fragilisera la collectivité et l'approche de conscience d'un univers partagé. La res publica sera mise à mal, et ça va être un des sujets importants, parce que même si l'hyper-personnalisation est vue comme étant un progrès, mes intérêts, ma vision du monde est prise en compte, on va s'apercevoir que sur la durée, ça peut être le liant, l'absence de liant ou la dégradation de ce liant va être un élément de déstabilisation. Troisième et dernière composante qui est celle des territoires, c'est vrai que une technologie, et là on est obligé de s'intéresser à la technologie qui va être la technologie de ce qu'on appelle le cloud computing, c'est l'information nuagique, un lieu où en clair la localisation géographique a peu d'importance parce que on va avoir une information redondée. Redondée, ça veut dire qu'elle va être dupliquée à plusieurs endroits, soit pour pouvoir répondre aux sollicitations simultanées. Beaucoup de gens vont chercher à avoir cette information au même moment, donc pour qu'elle soit disponible, il faut la mettre à plusieurs endroits de manière à ce qu'elle soit accessible techniquement. Et puis il y a cette préservation contre les aléas physiques, de dire que si, parce qu'effectivement une donnée, elle est quand même dans un serveur qui est bien fixé dans un équipement matériel, de dire s'il y a tempête, un incendie, alors ça fait un peu les 7 plaies d'Égypte, mais qui atteint ce bâtiment, c'est pas grave parce qu'elle sera disponible par ailleurs. La seule chose, c'est que ça redistribue la notion de géographie, là encore de territoire. Pourquoi ? Parce que cette donnée, d'ailleurs on l'a vu dans le discours d'un certain nombre d'acteurs du numérique qui disaient mais c'est très important, les données sont physiquement sur un territoire. En fait, ça n'a aucune importance puisque dans beaucoup de systèmes juridiques, c'est la nationalité du gestionnaire de ces données qui va jouer, et que quelle que soit la localisation. Après, vous avez des réglementations. C'était le cas de la Fédération de Russie où la loi russe a imposé que les données des ressortissants de la CEI soient présentes sur le territoire russe. Et on a une grande entreprise, LinkedIn, vous savez, le réseau social professionnel, qui n'avait pas prévu de mettre des infrastructures sur le territoire russe, et qui a dit réglementation, ça m'embête un peu. Bon, M. Poutine a décidé de bloquer techniquement l'accès au système. Et là, vous avez un choix de dirigeant, de dire est-ce que je considère que c'est trop contraignant ou ça ne correspond pas à ma politique et je ne m'installe pas sur ce territoire, ou si je veux que ça reprenne une activité normale, je le fais. Bon, manifestement, LinkedIn, Microsoft, son actionnaire, a décidé de s'installer sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais on voit bien que ça va être un des sujets de comprendre la notion de territoire physique. Qu'est-ce qui a besoin d'être sur mon territoire ? Qu'est-ce qui peut être éventuellement dans des environnements techniques dont je ne maîtrise pas forcément la localisation. Deuxième chose, c'est qu'on a également la notion d'origine géographique va être de plus en plus discutée avec l'emploi de ce qui s'appelle des VPN, des réseaux privés virtuels. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de faire une communication chiffrée. C'est globalement, pour faire simple, ce qu'utilisent la plupart des salariés ou des agents quand ils ne sont pas dans les locaux de leur entreprise, de leur administration, de leur collectivité, et que donc ils se connectent à partir de leur domicile ou à partir d'un lieu tiers, et en utilisant une connexion sécurisée, chiffrée, qui va permettre de faire comme s'ils étaient dans l'environnement technique de l'entreprise ou de leur employeur. Et ça bouscule la notion de localisation. Pourquoi ? Parce que à chacune de ces connexions, via un réseau privé virtuel, vous endossez la nationalité du dernier serveur que vous utilisez. En clair, alors on pourrait vous montrer des applications de VPN, vous avez une liste de pays et en fait, vous pouvez choisir la nationalité que vous allez endosser.
En clair, moi, je veux que le site internet de l'Institut Diderot, quand je vais me connecter, pense que je suis slovène, pense que je suis grec, pense que je suis australien. Eh ben, en fait, vous avez les drapeaux, c'est pas très compliqué, vous cliquez dessus. Donc là encore, on est dans une phase de consumérisation. Et là, vous deviendrez un internaute australien, slovène ou autre. Et ça a une importance parce que c'est évidemment un avantage pour l'utilisateur. Mais vous voyez bien que quand la réglementation, on revient à notre définition du début, je veux que cette loi s'applique sur mon territoire. Vous dites, attendez, moi, je suis un utilisateur slovène. Je suis un utilisateur australien. Et donc, vous, avec une relative facilité d'accès, parce que vous avez en plus des VPN gratuits, payants en tout cas à des prix abordables, et une utilisation qui est possible, vous mettez à bas toute une logique normative qui est qu'un État dit, attendez, moi je veux que quand on se connecte pour mes ressortissants, je veux que, on l'a notamment, c'est le sujet, ça c'est le cas d'école intéressant parce que personne n'a trouvé la solution qui est l'accès au contenu pornographique. On dit il faut que les utilisateurs soient majeurs. Très bien, une fois que vous avez dit ça, comment vous déterminez que la personne est majeure? Si vous avez des idées, on fait quoi? Assembléenationale.fr, c'est ça? Non, mais parce que en fait, aucun pays n'a trouvé. Les Anglais ont voulu mettre en place, ils ont renoncé. C'est un vrai sujet. Et typiquement, on est dans ce monde où effectivement l'application d'un droit se pose. Donc cette problématique de qui est où, qui est l'origine, qui est votre pays d'émission, enfin en tout cas d'intervention, est très facilement remis à plat. De la même manière, effectivement, c'est ce qui fait aussi que ça relativise la capacité à bannir ou à dire, voilà, moi je ne veux pas que ce contenu soit accessible. On a le cas avec des médias qui ont été interdits par l'ARCOM, l'autorité, l'ancien Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais qui sont toujours accessibles. Pourquoi? Parce que les barrières techniques pour faire en sorte d'exercer, d'appliquer des règles d'interdiction, même de bannissement, sont effectivement toutes relatives. Et un des sujets qui est en train de se poser, c'est effectivement l'utopie originelle était de ce monde interconnecté, fluide, interopérable. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est effectivement une volonté de certains, des gros blocs, évidemment on pense à la Russie, on pense à la Chine, l'Inde a une réflexion sur le sujet, de faire ce qu'on appelle du splinternet, c'est-à-dire d'avoir des îlots maîtrisés dans des environnements géographiques en disant, voilà, en clair, et aujourd'hui c'est le cas par exemple avec la Chine est en fait un intranet. Un intranet, vous savez, c'est ce que vous avez dans une entreprise, une administration, c'est qu'évidemment la direction de l'entreprise a une vue complète sur ce qui se passe parce que c'est un réseau qu'elle détient, qu'elle gère et qu'elle maîtrise de bout en bout. Il est évident qu'aujourd'hui, le réseau chinois tel qu'il est là est avant tout un super intranet, la Russie également, parce que il y a eu des dispositions juridiques, il y a eu des implications techniques pour maîtriser. Et ce qui était cette utopie originelle d'un univers fluide et interopérable, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les États, et là, c'est la phase de, hop, pour boucler la boucle par rapport à notre propos de début, alors évidemment, la difficulté, c'est que ce sont les États plutôt autoritaires qui enclenchent ces actions-là, cherchent à reprendre la main, et là, on revient sur des implications très physiques, avec des réseaux, avec des connexions, avec des capteurs, des sondes, de manière à maîtriser ces éléments-là. La question qui va se poser, c'est est-ce que les États sont capables de recruter les têtes bien faites dans ce domaine-là, parce qu'il y a une vraie concurrence du secteur privé, du secteur public et également du monde criminel, qui est un employeur comme les autres. Et effectivement, cette préoccupation de se dire, voilà, on est hélas, ou tant mieux, pas dans un monde figé, c'est l'anti-ligne Maginot, le fait de dire j'ai construit quelque chose et ce sera pour eux. Donc il y a cette nécessaire agilité et qui s'explique et qui en tout cas on peut plaider pour... Et c'est là où je pense que c'est nécessaire d'avoir une compréhension et pas de faire même des décideurs politiques, des spécialistes de la technique, mais d'en comprendre les environnements de manière à éviter que ce qu'ils annoncent soit vidé des faits ou en tout cas contourné dans les minutes ou dans les heures qui suivent, et surtout qu'il y ait cette adaptabilité, j'oserais dire cette vélocité qui permettent de bénéficier, et ce serait tout à fait bienvenu, de la fluidité des usages numériques, mais avec sans renoncer à la maîtrise des intérêts stratégiques et de ce qui constitue pour beaucoup le fondement de nos libertés individuelles. Un grand merci à Nicolas. Oui, merci pour cet exposé très riche, très vivant, très stimulant. Nous entrons dans la partie questions-réponses. Donc, la parole est à la première ou au premier qui la demande. Henri Kuckerman, président de la Chambre de commerce France-Israël. La lutte contre la pédophilie a été, me semble-t-il, un grand succès ou le grand succès d'une coordination. Et par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas marché du tout contre d'autres causes qui ne me paraissent pas idiotes, comme la lutte contre le terrorisme. Alors là, je ne vois pas bien comment on peut être contre.
éventuellement l'enseignement de la haine, qui me paraît pas une bonne idée. Donc ça m'aurait intéressé d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché dans un cas, pourquoi ça ne semble pas marcher dans les autres. Alors, là où, en tout cas, ça a marché, ça a fonctionné dans, la production d'un texte, cette convention de Budapest que j'évoquais, alors qui a été élargie maintenant à des enjeux de criminalité, de cybercriminalité. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y avait effectivement ce côté plus petit dénominateur commun. On peut pas être contre. Même si, et c'est vrai que c'est intéressant, parce que si vous allez sur le site internet du Conseil de l'Europe, vous verrez à la convention de Budapest, le tableau est très bien fait. Vous avez un tableau qui donne le nom des pays, le nom des signatures, ou quand est-ce que les États ont signé, mais surtout quand est-ce qu'ils l'ont ratifié, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils l'ont transposé dans leur droit national. Et là, vous allez vous apercevoir que, alors, comme vous êtes tous de fins juristes, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même, qui est de dire que c'est pas une chose de signer quand vous avez une convention. Un État, le signer n'engage à rien. Vous êtes sur la photo de famille, c'est très sympa, mais il faut le transposer dans votre droit national. Et tant que vous ne l'avez pas transposé, ça ne vous est pas imputable. Et donc, et ben là, vous regardez qu'il y a un décalage de date, et même un grand pays comme la France, un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Allemagne. Et il y a un décalage de plusieurs années entre, ils étaient sur la photo de famille au mois de novembre 2001, il s'est passé 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans pour certains, avant qu'ils le transposent dans leur droit national. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce sentiment de dire, je perds un peu de ma souveraineté quand je vais être obligé, de répondre aux sollicitations, de partager du renseignement, et donc de commencer à interagir de manière, malgré le fait, et vous l'avez souligné, que c'était la motivation initiale, le fait générateur, comme disent les juristes, était cette lutte contre la pédopornographie. En fait, ce qui se passe, c'est que le problème de cet univers, c'est que nous sommes dans un univers où les États sont concurrents entre eux. L'Union européenne a Europol. Europol n'est pas comme, quelquefois les journalistes utilisent un abus de langage, disent c'est le FBI européen. Non, pas le FBI. Pourquoi ? Parce que le FBI, c'est un policier fédéral américain, est compétent sur l'ensemble des 50 États américains, avec un même système juridique, une même langue et une capacité d'intervention judiciaire du Department of Justice. Europol, c'est de la coopération bien comprise. Policier allemand va à Europol, demande aux policiers français, dis donc, t'aurais pas des trucs, c'est un lieu de coordination. C'est un lieu où chacun amène. Mais évidemment, il n'y a pas une capacité d'intervention. Donc on est quand même toujours dépendant de cette coopération policière, judiciaire, même au sein de la famille européenne. La difficulté, effectivement, c'est que les États voient aussi dans cette interaction, et vous l'avez pointé, c'est que les États, les méchants, si on fait les choses simples, ont bénéficié de toute la fluidité, la réactivité du numérique. À un moment, il faut déplacer votre activité crapuleuse, il faut la déplacer d'un pays à un autre. Ça se fait c'est très fluide, c'est quelques minutes. Les gentils, respectueux surtout d'un code de procédure pénale, eux vont être obligés de coopérer, de formuler des demandes de coopération qui doivent être traduites, qui doivent être acceptées, etc. Donc il y a effectivement une prime aux méchants, dans le sens où ils ont la vélocité liée au numérique. Les États, pour l'instant, intensifient, alors dans le terrorisme, on l'a vu, hélas, au moment des attentats de Paris, etc., intensifient leur coopération, mais on est avant tout dans de la coopération et pas dans de l'intégration. C'est ce qui explique aussi le fait qu'on n'est pas dans les mêmes niveaux de réactivité, de performance que si on était dans la même fluidité que sont les organisations criminelles. Ça n'explique pas pourquoi sur le terrorisme ça n'a pas marché. Alors en fait si, mais le terrorisme demande, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé. C'est-à-dire que le terrorisme, on l'a vu par exemple sur les retraits de contenu, où les États, par exemple européens, ont réussi à peser davantage qu'ils ne pesaient dans d'autres domaines auprès des grandes plateformes, notamment pour retirer des contenus en disant voilà, c'est de l'apologie, c'est de la violence. Ce sur quoi on a buté, c'est que pour l'instant, le corpus juridique était trop faible. En clair, les plateformes sont considérées jusqu'à présent comme des hébergeurs, un hébergeur technique. Je ne suis pas responsable de ce qui est en ligne, donc vous ne pouvez pas me demander d'intervenir aussi rapidement que quand je suis éditeur. Et il faut reconnaître que les grandes plateformes ont utilisé des trésors de lobbying pour surtout ne jamais être considéré comme un éditeur. Pourquoi ? Parce qu'un éditeur, radio, télévision, est responsable dès la première seconde de mise en onde. Vous pouvez aller, si quelque chose est dit dans un média, radio, télévision, site internet, vous pouvez tout de suite aller devant la 17e chambre correctionnelle, elle est faite pour ça. Donc, quand vous n'êtes que hébergeur, il faut un nombre de signalements documentés, concordants, en nombre suffisant, convergents, etc. Et c'est comme ça qu'il y a eu des discussions surréalistes entre le ministère de l'Intérieur sur des vidéos de décapitation sur une grande plateforme de vidéos.
la plateforme disait oui, mais il n'y a pas de musique valorisant, il n'y a pas de commentaires appelant, se réjouissant, donc c'est une information, mais c'était surréaliste en termes de négociation. Le DSA et le DMA, donc le Digital Service Act et Digital Market Act, deux textes européens. Alors, on n'est pas encore au statut d'éditeur au même titre qu'une radio ou un média, mais par contre, là, donne des moyens à la famille européenne pour obtenir des retraits avec une hausse de un renforcement considérable de la responsabilité des acteurs. Donc ça devrait, les fameux discours d'appel à la haine que vous évoquez, là, devraient être plus facilement attaquables et surtout résorbables par l'entrée en vigueur de ce DSA et de ce DMA européen. Jean-Louis Gergorin, je suis conseil pour la stratégie d'une start-up de cryptographie et d'analyse des données, data analytics comme on dit, et enseignant à Sciences Po. J'ai deux questions, après cet exposé totalement remarquable d'un défi majeur qui s'applique justement à l'impact de tout cet environnement que vous avez merveilleusement synthétisé pour la souveraineté française et européenne. Le premier est le suivant. Vous avez très justement signalé le remarquable, même exposé, la remarquable audition du général Émeric Bonnemaison, parlementaire du général Émeric Bonnemaison, qui est probablement le meilleur texte sur l'affrontement, la confrontation stratégique mondiale, notamment vis-à-vis de l'Ukraine, mais pas seulement. Et dans cet exposé, il est décrit très bien ce qu'est la doctrine américaine, qu'il appelle donc de hunting forward, et qui consiste à préempter de futures attaques en étant présent dans les réseaux, que ce soit les réseaux des alliés qu'on protège ou les réseaux adverses dont on s'attend à ce qu'ils attaquent, en repérant notamment les implants, ce que vous avez signalé, les maliciels déposés à l'avance, prépositionnés à l'avance. La question qui se pose, c'est qu'il y a actuellement cette doctrine qui visait avant tout les attaques étatiques est en train d'évoluer. Elle a déjà évolué depuis l'affaire Colonial Pipeline que vous avez évoquée, c'est-à-dire que le Cyber Command américain, conjointement avec le FBI, estime tout à fait légitime de neutraliser les groupes criminels, principalement basés en Russie d'ailleurs, qui sont à l'origine des attaques par rançongiciel, ce que les anglo-saxons appellent les ransomware. Et nous savons que nous en sommes fortement victimes. Et il y a une évolution en cours, il y a une fuite dans le magazine Slate, qui est sortie hier, à savoir qu'il y a une nouvelle évolution de la doctrine américaine qui va être annoncée, qui explicitement précise que les groupes cybercriminels feront l'objet de ces attaques offensives, préemptives, pour tenir compte de la susceptibilité, enfin ces attaques internes, un rôle central du FBI en liaison avec le Cyber Command. Les Britanniques ont également une doctrine depuis la fin 2020 qui est très claire et qui fait que les cybercriminels peuvent faire l'objet des attaques, les groupes cybercriminels, de la National Cyber Force créée en Grande-Bretagne. Ce n'est pas le cas du commandement cyber français, ni d'ailleurs d'aucun commandement cyber européen jusqu'à présent. Est-ce qu'il n'y a pas là une situation extrêmement dangereuse? C'est très gentil c'est très beau que M. Le Maire soit ministre de la souveraineté numérique, mais toutes ces attaques qui se produisent constamment, que ce soit contre des CHU ou que ce soit contre, évidemment, les entreprises qui souffrent beaucoup, toutes ces attaques, jusqu'ici, nous les subissons passivement. On en est même venu, comme vous le savez, à dire que la solution, c'est peut-être de payer les rançons, d'où la tentation de légitimer les rançons, le remboursement assurantiel des rançons, ce qu'on comprend très bien pour des PME, parce qu'il faut y empêcher qu'elles déposent le bilan. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une réflexion? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de... L'Europe serait désarmée ou attendre que les Américains la protègent, perdre de souveraineté numérique. La souveraineté numérique, on la perd de toute façon. On la perd parce qu'on se fait pénétrer constamment et on la perd si on va demander aux Américains de nous protéger. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Première question. Deuxième question, c'est à propos des instruments juridiques que vous avez très justement souligné, le RGPD et puis les nouvelles directives qui sont en train de sortir. Est-ce que malgré tout, à chaque fois, les GAFA ne trouvent pas les moyens de contrer? Et je vous donne un exemple qui concerne les entreprises. Le problème de la protection de la vie privée, de la protection des données.
Le RGPD, effectivement, actuellement, les instances européennes de protection de la privacy sont mobilisées pour lutter contre pour appliquer extrêmement strictement le consentement à la collecte de données par des cookies, etc. Mais en réalité, cela gêne de plus en plus. Par exemple, la presse, je prends un exemple de la presse française, notamment de la presse régionale, pour qui la publicité ciblée est tellement très importante de son équilibre économique. Et en même temps, les GAFA n'en ont rien à faire, parce que les GAFA, c'est très simple. Elles disent dans les conditions générales d'utilisation que vous acceptez, dans le contrat que vous avez avec Facebook ou avec Google ou avec Apple, vous acceptez tout ce qu'on fait. Alors, ou bien, et donc elles ont une capacité d'obtenir ce fameux consentement. Et d'autre part, quand elles commettent elles-mêmes, quand elles ont des amendes, ce qui arrive régulièrement maintenant, la commission est très contente, nous sommes très contents, Google a été condamné à 1 million d'euros, ou même 10, mais c'est marginal pour eux. Ils ont tous les avocats et les procédures. Donc ils sont toujours gagnants. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion pour qu'on ait des outils plus technologiques de nos protections, plutôt que de croire uniquement à ces instruments juridiques que les GAFA ont toujours la possibilité de circonvenir? Alors, je vais essayer de la première question. Donc, juste un mot sur, effectivement, j'ai pas parlé de Colonial Pipeline. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Colonial Pipeline, il y a un peu de magie quand même, hein, parce que on dit dans un monde de brut, mais on est quand même dans un monde de magie et selon la tradition du théâtre classique, de Deus ex machina. Pour faire simple, vous avez sur la côte est des États-Unis globalement un tiers, un quart de la production, de la distribution de pétrole qui a été fait de pétrole vraiment que vous mettez dans votre réservoir de voiture, mais aussi bien dans les réservoirs des avions en kérosène, qui a été rendu inaccessible. Et il semblerait que la voiture soit quand même un sujet structurant aux États-Unis et effectivement incapacité de mettre à disposition du pétrole sur vraiment toute la côte est des États-Unis. Et quand je dis donc fait victime d'un rançongiciel, donc un chiffrement des données en échange qui pourrait être libéré en échange du paiement d'une rançon. Et là quand je dis il y a eu un peu de magie, c'est que manifestement, là je pense que le droit n'a pas été très sollicité dans cette affaire, ou en tout cas a été tenu à l'écart pour être bien préservé. Pourquoi? Parce que un jour, l'administration américaine a dit « Ah, au fait, on a retrouvé les pirates, on a même retrouvé l'essentiel de la rançon, puisque la compagnie pétrolière avait payé, et on a pu arrêter les gens. » Et le comment, en fait, on n'a jamais su. Et en fait, je pense, mon analyse, qui n'engage que moi et donc n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je vous la livre quand même, c'est de dire que je pense que les États-Unis se sont affranchis de toutes les règles de droit. Et qu'on a utilisé les services de renseignement, on a utilisé la puissance technique américaine pour dire, et le président Biden a dit, il faut me les retrouver parce que moi, je ne peux pas avoir la moitié, enfin un quart des États-Unis qui se devient des piétons. Bah, semble-t-il, c'est trop agressif comme perspective. Et donc, ils ont utilisé, comme dans le théâtre classique, à un moment, on s'est réveillé, ah, les méchants étaient en prison, l'argent a été en grande partie récupéré, et tout redevient normal. Parce qu'à un moment, et c'est embêtant pour une démocratie, je pense, d'être à un moment, être obligé d'utiliser ce moyen-là. Simplement, là, il y a eu un intérêt supérieur de la nation qui a une espèce de consensus pour dire faut me les rattraper, débrouillez-vous, mais c'est comme ça. Donc, je pense que c'est un modèle qui est difficilement duplicable et qui est pas réellement auditable parce qu'il y a une pudeur, il y a une espèce de voile qui a été posée sur le comment. On a eu exactement le même cas quand vous aviez, dans le cas d'une affaire à San Bernardino avec Apple, vous savez, Apple ne voulait pas ouvrir son téléphone à la requête des services judiciaires et les services judiciaires disaient, mais c'est dégueulasse, vous avez un criminel qui va partir en liberté. Et puis à un moment, on s'est réveillé, il y a eu autre Deus ex machina, on a dit, non, vous inquiétez pas, on a trouvé un hacker israélien, c'est ça que sortait le hacker israélien, et en fait, tout le monde était content. Le FBI avait ses éléments de procédure, et Apple disait, je n'ai pas enfreint la vie privée de mes utilisateurs. Je pense que l'histoire, elle n'est pas aussi simple elle est encore plus simple que ça. Simplement, on a sauvé les apparences, chacun a sauvé les apparences avec ce Deus ex machina. Donc la question de l'action, est-ce qu'elle peut être faite en termes de prépositionnement? En fait, elle pose une question initiale qui est la question de l'expertise. Là où les États européens, quels qu'ils soient, doivent, parce que pour faire ce prépositionnement qu'on évoque, en fait, le moyen essentiel de s'en prémunir, c'est d'avoir les têtes de femmes et d'hommes bien faites
pour être capable de comprendre une situation et de se dire, tiens, est-ce que ça, c'est normal qu'il y ait ça dans cette infrastructure? Est-ce que ça, c'est un bug ou c'est un élément normal de l'architecture, ou est-ce qu'au contraire, c'est une pièce prépositionnée? Et c'est la raison pour laquelle, même si on peut mettre des outils de détection, des outils qui vont balayer des infrastructures, des équipements réseau, bah, il faut des femmes et des hommes. Et c'est là où l'investissement initial dans la formation, dans l'entretien de cette formation initiale et formation continue, va être important. Et c'est là où les États, même plus petits, et on le voit avec des États plus petits, on pense à Israël évidemment, mais pas que, sont capables de rivaliser. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité humaine. Là où l'État, si on prend l'exemple de la France, doit investir, rattraper un retard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un problème de formation. Les formations existent. Les centres de formation existent. Ils ne font pas le plein. En fait, le problème, il est là. C'est qu'ils ne font pas le plein, les promotions ne sont pas pleines, etc. Donc, c'est un des sujets pour pouvoir... Parce que, évidemment, le prépositionnement est un des vrais sujets aujourd'hui. Surtout que là, il est totalement dans notre sujet du jour, c'est-à-dire hybride, dans des infrastructures civiles. Peut-être que des entreprises, d'ailleurs, collaborent à la mise en place de ces outils-là, ce qu'on appelle les fameuses backdoors, des portes arrière. J'évoquais l'implication de grands acteurs du numérique qui ont officialisé le fait de dire « nous sommes des bras armés de l'administration américaine » dans le cadre du conflit ukrainien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le conflit ukrainien, quand le cas d'analyse de conflit cyber, et d'ailleurs, le général Bonnemaison l'a dit, je pense, à très juste titre, en disant « on avait envisagé un Pearl Harbor à un moment qui n'a pas eu lieu, et tant mieux », et il détaille des actions offensives qui ont été conduites. La seule chose, c'est que je pense qu'on n'est pas... Enfin, il faut pas voir le conflit ukrainien comme étant l'Ukraine contre la Russie. Enfin, je parle du point de vue numérique. Parce que vous avez tout l'avantage du domaine numérique, c'est que des actions ont pu être apportées en relative discrétion. Et donc, il est évident que, en base de ce qu'on appelle de threat intelligence, donc d'éléments sur l'analyse de la menace, ont été mis à disposition dans l'arrière-cour, en dirons-nous, et ce qui fait que ce n'est pas uniquement l'entité ukrainienne qui a très bien résisté, qui a fait preuve de résilience, de créativité. Je parle là d'un point de vue seulement pour le domaine numérique, mais c'est surtout qu'il y a eu cette armada du Cyber Command, des GAFAM, enfin un certain nombre de GAFAM qui sont intervenus, et voilà, on ne pourrait pas dupliquer ce type d'action. Concernant la réglementation, alors la réglementation, elle a quand même un avantage, c'est qu'elle oblige à se poser des obligations, à fixer aux acteurs un agenda, et donc de leur dire, il faut qu'à telle date, vous ayez cet élément de conformité et éventuellement un régime de sanctions et de responsabilité. Donc dans des pays démocratiques, la réglementation, ça a du bon. Pourquoi? Parce que là où un dirigeant d'entreprise pourrait dire, écoutez, la conjoncture fait que j'ai pas le moment, l'envie, c'est pas ma priorité. Évidemment, on leur tord le bras parce qu'on vous dit, mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vos données sont séparées? Est-ce qu'elles sont déjà, vous savez où elles sont? Quelles sont-elles? Quels sont les régimes de responsabilité qui y sont liés? Donc la réglementation, ça a du bon. Et c'est vrai qu'on s'est un peu moqué facilement et rapidement de l'Union européenne. Et il faut le reconnaître, la France et l'Allemagne sont très moteurs dans cette conception des réglementations européennes. Il n'empêche que la Californie, il n'empêche que le droit fédéral américain, il n'empêche que même les Chinois et les Chinois ont fait, alors eux, dans le même texte, ils ont fait l'équivalent du RGPD et de la législation sur les infrastructures critiques. On fait de la réglementation. Pourquoi? Parce que chacun s'est aperçu que c'était un vrai sujet. Il est évident, et là où l'Europe a un élément de défaillance, c'est que, en clair, vous êtes un internaute chinois, vous pouvez vivre votre vie numérique, que ce soit votre vie, vous faire livrer votre repas, avoir des interactions sociales, trouver un job, trouver l'âme sœur, vous déplacer avec un système totalement russe, totalement chinois. Quand vous êtes citoyen ou ressortissant américain, totalement états-unien. L'Europe, et c'est certainement une de ses faiblesses, est un consommateur de services numériques développés par d'autres et n'a pas créé d'acteurs, soit parce qu'on n'a pas donné les moyens à ces acteurs, soit parce que les technologies existaient. Mais vous savez, par exemple, un moteur de recherche est performant à partir du moment où il a des utilisateurs. Pourquoi? Parce que l'algorithme a besoin de comprendre que quand Jean-Louis Gergorin cherche Jaguar, il s'agit de la voiture, bien évidemment, et pas du félin. Et donc, plus vous avez des utilisateurs, plus les usages sont satisfaisants. Et si vous n'avez pas d'utilisateurs, eh ben effectivement, les quelques utilisateurs vont être totalement frustrés par les résultats qui vont dire, ah bah tu vois, tel autre grand moteur de recherche, il est beaucoup plus performant. Oui, bien sûr, parce que nous le documentons. Le fameux chat GPT que j'évoquais tout à l'heure a bénéficié ces dernières semaines d'un apprentissage de données par tous les gens qui ont voulu l'utiliser. De la même manière que vous aviez, il y a quelques mois, années, des logiciels
présenté comme amusant, où on vous présentait vieilli, où on vous présentait... Alors évidemment, les jeunes se disent « Ah, quelle tête j'aurais si j'avais 10, 15, 20, 30 ans de plus ?» Et donc, vous scanniez votre photo en haute définition. Ensuite, on vous a proposé de dire « Tiens, qu'est-ce que je serais si j'étais un homme, une femme, ou une femme, un homme, etc. » C'était ludique, mais sous prétexte de faire du ludique, en fait, chacun a contribué et... En acceptant les conditions générales d'utilisation qu'ils n'avaient pas forcément lues ni comprises, en fait, on cédait la propriété de leur image haute définition. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que pour la plupart d'entre eux, vous avez même, pour ceux qui l'ont fait, cédé l'utilisation commerciale. Ça veut dire que si votre portrait pouvait très bien demain agrémenter une campagne publicitaire pour des céréales ou pour autre chose, il est évident que chacun, par une méconnaissance du droit et des conséquences, a offert gratuitement la montée en gamme de ces algorithmes. Pourquoi ? Parce qu'on a documenté de manière très efficace, enfin en tout cas volumétrique, ces outils qui ont besoin de matières premières pour être performants. Très brièvement, totalement d'accord à tout ce que vous avez dit, mais j'ai une toute petite rectification, si on peut dire. Il n'y a pas eu d'arrestation physique de personnes dans l'affaire Colonial Pipeline. Physique. Alors, ils ont rendu l'argent, ils ont récupéré l'argent, mais ils ont récupéré l'argent parce qu'il existe des outils. Oui. Il y a 3 ou 4 startups, ou même ex-startups, parce qu'elles se développent très vite, deux américaines et une britannique, en fait, qui sont bien connues. Une qui s'appelle Elliptic, c'est la britannique, qui permettent de tracer tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies, parce que tous ces rançons sont payés en crypto-monnaies, essentiellement en bitcoin. Et c'est comme ça qu'il y avait une wallet, donc, où l'essentiel de la rançon payée par Colonial Pipeline était évidemment que Colonial Pipeline a dit au FBI où c'était, qui a été récupéré électroniquement. Et en fait, l'Europe réfléchit sérieusement à se doter des mêmes outils de récupération de cet argent criminel. Mais les délais, là où j'évoquais l'affranchissement d'un certain nombre de règles de droit, c'est les délais dans lesquels ça s'est fait et par rapport à la tétanique que représentait cette paralysation. Manifestement, il y a eu... Voilà. Le nouveau point, si vous voulez, qui est ce que j'ai évoqué, c'est que le texte qui est en cours de préparation actuellement, qui va être une directive présidentielle, va légitimer tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la capacité d'intervention offensive telle qu'elle est pratiquée, y compris face à des attaques criminelles, et pas simplement face à des attaques étatiques, la capacité de récupération de la monnaie et légitime aussi une coopération avec les entreprises américaines, évidemment du numérique. Tout ceci va être écrit, va être officialisé, et donc ça va quand même encore accentuer, je dirais, le déséquilibre stratégique entre l'Europe et les États-Unis. Donc je crois qu'il faut quand même, c'est un sujet de réflexion pour nous. Bonjour, Benoît Grandin, conseiller référendaire à la 4e chambre de la Cour des comptes. Je voulais savoir quelle était votre opinion par rapport à la doctrine publique française de cybersécurité qui sépare de façon assez stricte, pas forcément étanche, le défensif de l'offensif, avec le défensif donc attribué quasi exclusivement à l'ANSSI et l'offensif à la fois au commandement cyber, à la DGSE et à quelques autres acteurs. Alors, vous avez raison, c'est un vrai choix doctrinal. Vous avez tout à fait raison que, par exemple, n'ont pas fait nos voisins britanniques, où c'est le GCHQ, pour faire simple, qui est à la fois agence gouvernementale, service de renseignement, dispositif d'écoute. C'est un vrai choix stratégique initial, lorsque la France s'est dotée de cette agence. Alors, en fait, il s'avère que initialement, l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, créée en 2009, était la succession d'une DCSSI, d'une direction centrale de la sécurité des systèmes d'information. Elle est placée auprès du SGD, enfin, elle est sous l'autorité du SGDSN, donc le secrétaire général de la Défense et de la, désormais, Sécurité nationale. Donc, en clair, vous avez le Premier ministre, qui a en dessous de lui le SGDSN et qui a dans son champ d'intervention l'ANSSI. Alors, le placement auprès du SGDSN, elle est totalement dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire le SGDSN, pour faire simple, c'est le gestionnaire de la crise, enfin, c'est le spécialiste de l'anticipation et du pilotage de crise qui peuvent être la crue centenale à Paris, qui peuvent être des problématiques pandémiques, des problématiques éventuellement si un accident nucléaire survenait, etc. Donc, leur travail, c'est de préparer des plans et de préparer des exercices et des moyens pour faire en sorte de répondre à des crises de toute nature au sens large. Donc on a placé
lorsque cette agence a été créée. Alors c'est une agence, mais c'est pas une autorité administrative indépendante, hein, c'est vraiment une structure. Donc avec un nouveau directeur général d'ailleurs qui a pris ses fonctions, Vincent Strubel, qui a pris ses fonctions il y a quelques jours. Donc effectivement c'était confortable. Pourquoi? Parce que ça permettait aussi de faire venir. Alors même si vous avez le plaisir d'aller à l'Annecy, enfin au siège de l'Annecy, vous allez quand même passer aux Invalides. Il y a quand même des gendarmes. Enfin vous laissez. Bon, il y a quand même. On n'est pas dans un monde totalement civil. Il s'avère que c'était aussi le moyen de ne pas effrayer les entreprises privées et de leur dire oui, parce que le risque avec moi André a le plaisir l'heure de citer des ouvrages. J'avais écrit un livre qui s'appelait La cyberguerre, la guerre numérique a commencé. Et je voyais que quand je parlais à des dirigeants de l'entreprise, ils écoutaient gentiment, ils disaient « Ah ouais, super, machin, bon. Ouais, je comprends qu'il y a de la guerre, parce que la guerre a toujours existé. Simplement, moi, je vends de la porcelaine, je vends des yaourts, ou je fais des chemises. Donc, c'est pas mon affaire. Et donc, ça ne me concerne pas. Et si d'aventure j'étais la cible d'un État, bah, j'ai rien à faire, donc j'ai qu'à baisser la tête, ou en tout cas à prier pour attendre et baisser la tête en attendant que ça se passe. Donc je comprends ce que vous m'expliquez, mais ça ne me concerne pas. Parce qu'il y avait ce terme de guerre. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand avec les PUF, on a fait le que sais-je, ils m'ont dit, on va faire un que sais-je sur la cyberguerre. J'ai dit, malheureusement, non, on va le faire sur la cybersécurité. Pourquoi? Parce que, au moins, c'est toujours plus simple de faire venir les militaires à des sujets civils que l'inverse. Dans notre société telle que je le constate là. Et donc effectivement, le choix de le placer auprès de là était de dire que quand vous avez, même si à l'époque, Guillaume Poupard est ingénieur général de l'armement, donc là encore dans une sphère plutôt, sans être totalement kaki, mais quand même un peu militaire, c'était quand même un moyen de pouvoir aborder les entreprises en leur disant, écoutez, voilà, on va vous parler de réalité économique. C'est votre monde avec des processus industriels, avec des réglementations, et c'est pas uniquement un domaine réservé au monde militaro-industriel. Donc ça a été, je pense, un élément intéressant, structurant, de pouvoir aborder la notion défensive et la séparer. Alors évidemment, là où la France a évolué, c'est que, et je me souviens d'ailleurs de quand j'ai fait ce livre, La cyberguerre, la guerre numérique a commencé, j'ai évoqué, parce qu'à chaque fois que vous voyez des parlementaires, alors évidemment, surtout que l'ANSSI était en phase de croissance budgétaire, de recrutement, donc très communicante, et c'est vrai que souvent les décideurs disaient, j'ai bien compris qu'on se défendait, mais en tout cas qu'on se protégeait, mais comment on attaque? Et la doctrine française, pendant plusieurs années, a été d'être muet. Mais muet, quand je dis muet, c'était même, on vous réprimandait si vous abordiez le sujet, et je pense que c'était une erreur, je l'ai dit à l'époque, donc en disant il vaut mieux laisser le flou parce que le fait qu'on n'évoque pas le sujet, c'est qu'on va nous craindre parce que on sera. Bon, je pense que quand vous avez des géants en face de vous, vous avez beau dire j'ai un super truc dans ma poche, va falloir être drôlement crédible pour être craint. Enfin voilà, en tout cas pour être respecté, crédible, mais pour être craint, la notion de crainte, elle est quand même, il faut la construire, hein, et puis il faut l'entretenir quand même. Donc voilà, et il s'avère et donc quand on évoquait, quand la question se posait de bon très bien, parce qu'en plus, on était très détaillé, puisque les textes étaient publics sur la protection. Quand on disait, mais l'offensive, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait une espèce de voile pudique en disant, je ne peux pas dire, etc. Et là, vous avez raison, c'est qu'à l'époque, c'était essentiellement la DGSE qui était en charge de la fonction offensive. Ensuite a été créé le Cyber Command en tant que tel, a été fait, et je l'ai dit, c'est symbolique, mais quand même le défilé de troupes du Cyber Command sur les Champs-Élysées. Et puis, en plus, maintenant, ce sont des entités qui ont besoin de recruter. Aujourd'hui, quand vous allez au salon de l'étudiant, quand vous allez dans les forums étudiants, vous avez un stand de la DGSE. Et non seulement vous avez un stand de la DGSE, mais vous avez un stand de la DRM, la Direction du renseignement militaire. Vous avez un stand de la DRSD, la sécurité militaire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont besoin de recruter. Alors, ils font des événements, ils font ce qu'on appelle des hackathons. Donc, vous faites un exercice parce qu'on est dans un domaine où le diplôme est certes important, mais pas tellement. Ce qui compte, c'est votre capacité opérationnelle. Et donc, vous avez des gens qui, sans être diplômés, ont des savoir-faire qui peuvent être utilisés. Et donc, je vous assure que tous les services de renseignement, là, font des goodies, c'est-à-dire ils font des pins, ils font des autocollants, ils font des stylos, vous pouvez avoir des gadgets de la DGSE, c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'attirer. Et ça, c'est important parce que je reviens sur la problématique de l'expertise. Ce sont des profils qui sont en pénurie sur le marché en général, mais que tout le monde les recrute. Administration civile de l'État, administration militaire de l'État, grands groupes industriels, fournisseurs de services et monde cybercriminel. Donc, ce qui était avant le vivons heureux, vivons cachés, maintenant, vous avez il est très banal que la DGSE fait des séminaires, des conventions, viendez, engagez-vous. Alors après, il y a des
procédure de filtrage pour s'assurer évidemment du profilage des individus, de leur expertise, mais également de leur environnement. Mais il n'empêche qu'ils sont très demandeurs de ces profils. Donc aujourd'hui, la séparation, alors l'avantage qu'il y a aussi, c'est que quand j'évoquais un ingénieur de l'armement, ou etc., c'est que ce sont pas l'offensive et le défensif, ne sont pas des mondes en opposition. Donc c'est pas l'un contre l'autre. Il est évident que, alors il s'avère que la sanctuarisation des budgets a fait que l'ANSSI a plutôt été bien traitée d'un point de vue budgétaire ces 9 dernières années. La DGSE est pas le plus maltraité des services de l'État. Simplement, le seul problème qu'ils ont, c'est qu'effectivement, sur le marché de l'emploi, ils sont des concurrents en termes de recrutement. Alors après, il peut y avoir des passerelles, il peut y avoir des choses, mais surtout qu'il faut le dire, les services de l'État, ANSSI, DGSE, en jeunes diplômés, ont deux avantages. Jeunes diplômés, les salaires d'entrée sont pas si déconnectés de la réalité du marché que connaissent les entreprises privées. Et la deuxième chose, c'est une mérite qu'il faut reconnaître aux administrations, c'est que une fois que vous êtes intégré, vous avez le job, on va vous donner des responsabilités, mais beaucoup plus importantes que dans beaucoup d'entreprises privées. Là où il y a, et c'est le problème de la hiérarchie intermédiaire, c'est qu'effectivement, plus ils vont gagner en seniorité, plus il va y avoir un effet ciseau sur les rémunérations par rapport à ce qui serait disponible sur le privé. Donc le vrai challenge aujourd'hui des administrations, ANSSI, MINARM, enfin Ministère des Armées au sens large, à recruter des jeunes diplômés, très bien, comment je garde, je fidélise. Alors après, il y a des solutions, la réserve éventuellement, mais c'est le vrai défi, il est très humain. Il y a la prise de conscience, il y a la volonté. Simplement, il faut des femmes, des hommes pour faire le job, quoi. Bonjour, Jean-Michel Beignet, professeur émérite de philosophie à la Sorbonne. Vous avez magnifiquement décrit les trois valeurs qui ont été longtemps considérées comme émancipatrices. La dérégulation, la fragmentation et la déterritorialisation. Sont ces trois valeurs qui, depuis la contre-culture américaine, sont considérées comme la condition pour éviter les États totalitaires, pour éviter, d'une manière générale, la prise de pouvoir centralisée. Or, la question que je me pose après vous avoir écouté, c'est celle-ci. Est-ce que la culture d'émancipation qui a été celle de l'Occident pendant des décennies, cette culture de l'émancipation dont on pointe, et vous le faites formidablement bien, l'ensemble des effets pervers et des perversions, tout simplement, est-ce que cette culture de l'émancipation n'appelle comme alternative que l'État autoritaire ? La transformation, comme la Chine ou la Russie le font, de leur cyberespace en intranet. J'ai beaucoup aimé que vous le formuliez de cette manière-là. Bref, est-ce qu'il y a, et là, évidemment, mon intervention n'est pas de l'ordre du pragmatique, mais plutôt de l'ordre de la représentation. Est-ce qu'il y a une utopie, une vision qui permettrait d'échapper aux méfaits, aux inconvénients de la culture de l'émancipation néo-68arde d'un côté, où l'État autoritaire, même soft, qu'on repérerait actuellement en Chine ou en Russie? Alors, en fait, là où il y a une particularité dans cet univers numérique, c'est que jusqu'à présent, des consortiums ou des grands groupes industriels, lorsqu'ils concevaient un produit, que ce soit les grandes compagnies pétrolières, que ce soit même des géants, j'allais dire des cosmétiques, globalement, leur finalité était de vendre des produits, faire en sorte que leur crème inonde le monde, que leur pétrole trouve des débouchés, etc. Là où le numérique apporte une dimension particulière, c'est que pour un certain nombre d'entre elles, et pour presque beaucoup d'entre elles, je parle en tout cas dans celles qui ont essaimé et prospéré, elles ont un projet philosophique et politique. Évidemment, lorsque les deux fondateurs de Google, alors qui ont depuis pris un peu de champ parce qu'ils sont plus en première ligne opérationnelle, mais ils sont quand même déjà les concepteurs. Et puis, c'est l'avantage d'avoir créé son entreprise très 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 jeune, c'est que vous y êtes pour encore un moment. C'est que
il y avait effectivement cette phrase, alors qu'aujourd'hui, il souhaite gommer, mais qui fait partie de l'ADN des sales, qui était « Don't be evil », ne faites pas le mal. C'est-à-dire que quand on dit à Google, quand Google, Sergey Brin et Larry Page ont créé Google, il y avait ce mantra. Alors qu'avant, vous aviez des gens dont le seul mantra, c'est t'amélioreras les marges et tu paieras moins d'impôts, enfin tu feras en sorte de doper la profitabilité. Là, on a des gens qui vous disent, moi j'ai un projet de société, j'ai un projet d'organisation du monde, du bien, du mal. Lorsque le sujet est un peu retombé, mais qui est quand même une préoccupation, de la vie après la mort, je vais pouvoir faire l'homme immortel. Alors peut-être parce que d'ailleurs un des deux fondateurs est atteint d'une maladie et donc se préoccupe de ces sujets-là. Lorsque Elon Musk, effectivement, dit, en fait, le spatial, une société, avant, là encore, apanage d'État, de créer des politiques publiques pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, etc. Non, moi, je vais le faire. Et pourquoi ? Parce que j'ai un projet de société. Lorsque j'ai une manière de considérer l'humain en termes non seulement de consommateur, il achète mes produits, mais en termes de citoyen, en termes d'accès à la connaissance, et surtout, on va être dans un monde où ils vont trouver le rôle de l'État suspect et préférer la logique du mécénat. Le mécénat, c'est lorsque Google a proposé de dire « Moi, je vais numériser le patrimoine des bibliothèques universitaires ». Ça va, évidemment. Simplement, la BNF, à un moment, s'est dit « Mais attendez, il y a un petit sujet. C'est que, ils vont choisir les établissements. 2, ils vont choisir ce qu'ils vont numériser dans les espaces. » Et ça, c'est structurant en termes de composition et mise à disposition du patrimoine numérisé. Et c'est là où je disais sur la constitution de la mémoire. Et c'est vrai que là où on n'a pas été confronté à ce point à des entreprises qui ont un projet politique. Alors Elon Musk est peut-être un homme fantasque, mais on l'a bien vu, et vous l'avez vu dans l'histoire de Starlink sur l'Ukraine. C'est-à-dire que donc si on fait l'histoire, sollicitation du vice-ministre ukrainien qui envoie un tweet, d'ailleurs ça se fait vraiment sur ça, en disant « Est-ce que vous pourriez déplacer la constellation ?» Elon Musk dit « Ah bah ouais, évidemment, ça je peux le faire. » Hop, il le fait. Bon, il le fait, puis à un moment, au bout de quelques semaines, il s'interroge en disant « Mais ça alors comme dirait le président français, ça nous coûte un pognon de dingue. » Et à un moment, il dit « Mais ça me coûte quand même, il y a qu'à moi que ça coûte, bon, je vais arrêter. » Donc vous avez vu, il s'est interrogé à haute voix en disant « Ça coûte, je vais arrêter. » Et parce que bon, j'en ai pas, j'ai pas de retour sur investissement. Bon, puis maintenant ça y est, c'est fait. Bon, et à la fin, vous avez une partie de l'opinion qui se mobilise, qui dit ah non, tu peux pas faire ça parce que tu sais c'est trop d'importance, etc. Même si on n'a pas documenté la vraie contribution de Starlink, c'est l'usage, parce que il y a certains éléments, mais ça n'a pas rétabli Internet dans l'ensemble du pays. C'est surtout permettre au président Zelensky d'assurer sa présence quand Zelensky est président au Festival de Cannes, à l'Assemblée, à l'université d'été du Medef, devant la Knesset ou devant le Congrès des États-Unis. Ça lui permet d'avoir une aura, une capacité d'agite propre qui est sans commune mesure par rapport à tout l'arsenal russe de médias étatique. Et donc, c'est vrai que c'est un... Et quand à un moment, il dit « Non, mais en fait, ça me coûte pas si cher. » Donc, vous avez une réflexion. Alors, ça tient peut-être à la personnalité de M. Musk, hein, mais à haute voix, « Non, mais en fait, ouais, puis allez, tant pis, c'est pour moi, allez, c'est pour moi, la paume, c'est... » Enfin, il écrit quasiment comme ça, en disant « La paume, c'est pour moi. Non, mais c'est bon, allez... Non, mais en fait, je maintiens les satellites. » Et c'est vrai que on pourrait l'habiller, d'une réflexion philosophique, parce qu'il dit, après tout, je maintiens ce lien médiatique du gouvernement et de l'exécutif ukrainien. Simplement, on voit bien qu'on a des entreprises qui ont des concepts philosophiques. Mais de la même manière que lorsque Bill Gates dit, avec la fondation Bill et Melinda Gates, dit, bon, voilà, moi je vais donner ma fortune pour la vaccination, pour l'éducation des enfants, etc. Il n'empêche qu'on est davantage sur un monde de mécénat que... Alors, même si vous avez vu qu'à Davos, hier, vous avez une centaine de millionnaires qui ont fait un appel à la fiscalité en disant « taxez-nous, taxez-nous, taxez-nous ». En quoi Bruno Le Maire a répondu « venez en France et vous serez extrêmement bien taxés ». La question est surtout de se dire, effectivement, on voit bien que les États ne sont vus que comme un peu les gestionnaires de la générosité d'entités qui ont quand même, il faut le reconnaître, et c'est pas, je vais pas mettre de jugement, mais qui ont quand même dépensé une énergie folle tout au long de leur vie économique à éviter la fiscalité des 10 États, donc des États en question. Donc c'est un des vrais sujets. Mais en tout cas, le fait d'avoir des entreprises qui ont des projets politiques, des projets de société, et c'est vrai que c'est d'autant plus structurant sur l'intégrité physique et le fait de l'homme augmenté, et également le projet de ville que j'évoquais. Un chiffre juste que je voulais montrer, parce que finir sur la notion de territoire, que moi j'ai trouvé flagrant, c'est la progression dans un pays comme la France. Alors, moi, j'ai pris les chiffres pour Marseille, Bordeaux. C'est des espaces privés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prenez une ville comme Marseille, vous avez 28% du territoire de la ville de Marseille qui est un espace géré par des acteurs privés. Alors, vous seriez en Afrique du Sud, on appellerait ça des compounds sécurisés, mais des endroits où, en fait, on n'est plus dans l'espace public. C'est-à-dire que la sécurité est assurée par la copropriété, le suivi des ordures est géré par la copropriété, le tri du courrier, etc. Voilà. Et on vit dans des endroits où, en fait, on crée des territoires morcelés, juxtaposés. Et donc, le côté mixité, mélange, en tout cas, sur un certain nombre de villes, on n'a jamais eu autant de progression d'espaces qui soient des espaces maîtrisés, contrôlés et évidemment uniformes en termes sociologiques, puisque qui se ressemblent s'assemblent et on revient sur une logique communautaire. Je me permets une question pour rebondir sur l'intervention de Jean-Michel Beignet. Tu parles avec beaucoup de vivacité, de clarté, avec une espèce de joie intérieure qui est la joie de l'intelligence. Et le paradoxe, c'est que je vais sortir de cette séance avec un niveau d'anxiété, pour ne pas dire de mélancolie, sensiblement augmenté. Et je voudrais comprendre ce paradoxe. Alors, attends, je vais continuer. Parce qu'au départ, ces nouvelles technologies que tu symbolises comme tout le monde par ce petit objet, c'est le triomphe de l'individu. En tant qu'individu, j'accède à de nouveaux pouvoirs. En plus, ça coûte de moins en moins cher. Je n'y comprends rien techniquement, mais je l'utilise assez bien. Bon. Donc, triomphe de l'individu de plus en plus puissant, affaiblissement des États, au point qu'on a le sentiment que les libertés individuelles en sont menacées. Voilà. Et c'est quand le triomphe de l'individu, pour ne pas dire de l'individualisme, finit par menacer les libertés individuelles, qu'effectivement, l'individu que je suis s'angoisse. Parce qu'au fond, alors, ça prolonge un peu la question de Jean-Michel, c'est que la démocratie a deux ennemis principaux. Les dictateurs, d'une part, la mafia, d'autre part. Les deux pouvant fonctionner ensemble, comme on le voit notamment en Russie. Et on a le sentiment que ces deux pouvoirs, mais peut-être encore plus la mafia, c'est-à-dire la cyberdélinquance. Entre l'argent noir et la cyberdélinquance, est-ce qu'il n'y a pas une menace pour nos démocraties considérable? Et donc, question, pour que tu me remontes un peu le moral, quelles sont les armes que la démocratie peut et doit utiliser pour combattre, bien sûr, les dictatures, mais aussi pour combattre cette mafia dont le pouvoir est considérablement augmenté par les nouvelles technologies? Alors, l'hyperpersonnalisation, elle est effectivement, c'est une dimension c'est une pièce à deux faces. Elle peut être évidemment très émancipatrice sur l'individu, mais simplement vous morcelez les ripostes et les coalitions de défense. Et donc, effectivement, on joue les uns contre les autres. D'ailleurs, c'est ce qu'ont très bien compris un certain nombre de grands acteurs économiques au sein de l'Union européenne, où les États, les 27, sont en concurrence fiscalement et socialement. Et donc, que fait une grande multinationale? Elle fait son marché. Et à la fin, c'est le Luxembourg et l'Irlande qui gagnent. Mais au final, c'est quand même cette logique de jouer les uns contre les autres en disant « Ah, vous me proposez tel taux, très bien, je vais aller voir un tel autre pays. » Et effectivement, une concurrence. Donc, l'hyper-individualisation est forcément un vecteur de fragilisation parce qu'on peut compter que sur ses propres ressources. Alors, quant au tempérament, c'est une boutade, mais pas tant que ça. On dit, voilà, c'est un optimiste qui a inventé l'avion et c'est un pessimiste qui a inventé le parachute. Bon, il faut les deux. C'est-à-dire que ce qu'on a un peu, je pense qu'un des périls, c'est la béatitude et le technosolutionnisme. Alors, il s'avère que j'ai le plaisir d'avoir une chronique dans le quotidien Les Échos, et j'en ai une ce matin dans un journal qui ne sort pas, donc qui sort en version numérique uniquement. En fait, le technosolutionnisme, je suis désolé de dire, mais c'est l'idée de sortir une application pour gérer les problèmes entre les chasseurs et les promeneurs. C'est de dire, non mais attendez, pour éviter que des gens se fassent tuer en allant en promenade en forêt, on va leur donner, il faut absolument qu'ils téléchargent une appli. Bon, et ça, c'est une espèce d'usage de technosolutionnisme et de béatitude qui témoigne d'une incapacité à faire face à des problématiques. Et donc, je pense, quelles que soient les qualités des concepteurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en ayant ce qu'on va qualifier d'homo numericus, c'est-à-dire des gens qui sont les utilisateurs de technologie. Il faut, et c'était mon propos en introduction, il va falloir hausser ses droits parce qu'on ne peut considérer on s'est fait empiéter sur ses droits qu'à partir du moment où on a connaissance de ses droits. Et donc c'est un préalable nécessaire. Et c'est surtout de se rappeler qu'une entreprise est un corps social mortel.
Et que si certains d'entre vous ont encore en mémoire des MySpace, des Second Life, c'est-à-dire des entreprises qui à un moment ont connu une espèce de mode, j'oserais dire de hype, c'est à la mode, et puis à un moment les utilisateurs ont dit mais en fait les fonctionnalités c'est pas bien, j'en ai pas pour mon argent, même si c'est gratuit, mais je trouve que c'est pas satisfaisant, ou par rapport au fameux temps de cerveau disponible, c'est-à-dire le fait est-ce que quand j'ai dans mes 24 heures le temps que j'y consacre, je n'ai pas de satisfaction suffisante, et en fait je les ai délaissés. Et c'est là pour les éléments d'espoir, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, c'est la formation des femmes, des hommes qui sera un élément, qui sera une des armes. Pourquoi? Parce que plus vous pourrez discuter une technique, plus vous pourrez la contester, c'est parce que vous l'avez comprise. Vous pourrez, et je dis un mot sur le terme de hacker, le hacker souvent en termes journalistiques est assimilé à un pirate. Un pirate au sens de gangster et frauduleux. Le hacker ou la hackeuse, alors c'est pas très heureux à l'oreille, mais c'est un tempérament que je nous souhaite dans nos organisations. Qu'est-ce que c'est qu'un hacker? C'est quelqu'un qui va, quand il regarde un outil, une technologie, mais ça peut être un grille-pain, cherche à comprendre comment il fonctionne. Moi, je veux comprendre comment il fonctionne. Déjà, de manière à ne pas être un utilisateur. Ensuite, je vais essayer de me dire, moi, il s'avère que je vais livrer j'aime bien avoir que mes toasts ils soient cuits d'un côté, pas des deux. Donc, en démontant mon grille-pain, je vais personnaliser dans des outils qui me conviennent. Et je vais faire en sorte qu'une partie du toast soit cuite et pas l'autre. Et donc, je vais pouvoir m'approprier l'outil. Pourquoi? Parce que je vais rentrer dans la compréhension. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde devienne un technicien manipulateur des matériaux, mais quand même, on aura des gens qui seront moins... parce que vous voyez bien qu'on va personnaliser l'usage et éventuellement se dire mais pourquoi cette fonctionnalité existe? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on me suit. Par exemple, vous le voyez quand vous téléchargez des applications, prenons une application, vous les téléchargez, c'était le cas, parce que c'était un exemple flagrant, de lampes de poche. Vous les téléchargez, bon maintenant les téléphones l'ont a priori de manière native, mais et on vous dit au fait, est-ce que vous autorisez l'application à accéder à vos contacts? Pour faire fonctionner. Si vous n'êtes pas conscient des usages qui peuvent en être faits, vous vous dire oui, après tout, pas grave. Ah bah non, parce qu'en fait, vous comprenez, quelqu'un va créer des applications de toutes pièces avec des fonctionnalités très ludiques, alors qu'en fait, ce qui les intéresse, c'est pas de vous fournir un service de lampe de poche, ils s'en moquent, c'est de récupérer toutes les données des utilisateurs. Et donc, c'est vrai que d'avoir une compréhension des éléments, et donc miser sur l'éducation. Faire en sorte, pour être des consommateurs, des citoyens, des électeurs, des acheteurs exigeants, il faut qu'on puisse comprendre. De la même manière que quand au début, je reprends l'exemple du cloud, un certain nombre et c'est normal, d'entreprises ont dit non mais vous inquiétez pas, on va localiser les données chez vous, physiquement. Il faut être très clair, ça n'a aucune importance de la localisation physique. L'application du droit américain, c'est plus de 50% du capital d'une société est détenu par des Américains, la loi américaine s'applique. Que vous soyez porte de Charenton ou que vous soyez au fin fond du Nevada, c'est le droit qui s'applique. Ça, un étudiant en deuxième année de droit est capable de vous le dire. Mais si vous ne l'intégrez pas chez le décideur politique, il va se réjouir du fait qu'on lui ait dit on a mis des infrastructures chez vous. En plus, on a créé 3 emplois de gardiens de data center, ils trouvent ça formidable et très épanouissant. Mais c'est parce qu'il y a une incompréhension. Donc, miser sur l'éducation, et ça nous permettra d'être moins dépendants de technologies développées par d'autres. Deuxièmement, il faut aussi que dans les usages, on est conscient que quand je disais une entreprise est un corps social mortel, il va falloir une entreprise a besoin de 2 choses, de chiffre d'affaires et de référence. Et c'est vrai que souvent, peut-être que l'administration française a pas été, vous savez, les Américains, on a drink your own champagne. Quand vous ne buvez, c'est un peu comme si vous allez dans un restaurant vers 11h, vous savez, et puis vous voyez le personnel du restaurant qui va déjeuner dans le restaurant d'en face. Et vous dites, mais pourquoi il déjeune dans le restaurant d'en face? Et quand vous allez voir, il va dire, ah bah oui, mais attends, moi je sais comment c'est fait là, donc moi je ne vais pas là. Je peux servir des plats, mais je n'irai pas les manger. Bon, et ça c'est toujours préoccupant quand vous avez, et c'est vrai qu'on a des applications qui ne peuvent pas aller à l'étranger ou aller dire en disant, moi, mon gouvernement, il utilise mon application. Moi, mon administration, elle utilise mon application. Je suis la référence. Dans mon domaine, les acteurs dans mon pays, ils utilisent ça. Et c'est pas du chauvinisme, etc. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas cet activisme, en fait, on va vous dire, mais je comprends pas, vos propres dirigeants, vos propres écosystèmes ne vous font pas confiance. Pourquoi moi j'irais? Parce qu'évidemment, on se pose la question de la souveraineté, de la confiance dans les infrastructures. Et donc, c'est vrai que la difficulté, c'est de se mettre, et là, c'est ce que vous avez pointé, dans des acteurs qui ont du mal à être légitimes chez eux. Et en fait, ils sont légitimes au moment où ils ont été crédibles et que des investisseurs étrangers prennent le contrôle de ces sociétés et les réintègrent dans leurs écosystèmes à l'étranger. Et c'est pas la meilleure des récompenses, n'est pas d'être. C'est très flatteur d'être dragué et d'être repéré par les fonds d'investissement américains, mais ça peut pas être une satisfaction de se dire on est tellement bon que effectivement ils ont acheté parce que
et on revient là-dessus, la question de la nationalité a une importance dans la compréhension d'un écosystème, dans la contribution intellectuelle et dans la capacité à générer de nouveaux services qui sont, et je le rappelle, bienvenus. Mais il faudra de la compétence technique, de l'expertise juridique, surtout qu'il n'y a rien de pire qu'un droit qui ne serait pas applicable. C'est un peu comme quand quelqu'un, vous savez, vous avez un arrêté d'expulsion et qu'on vous dit, enfin, on vous dit, non, il y a bien une occupation légitime de votre appartement, mais il n'y a pas d'arrêté d'expulsion. Vous fait une belle jambe de savoir que vous étiez à peu près conscient que l'appartement que vous avez a été squatté par des gens. Mais si le magistrat ne prononce pas et n'exécute pas une expulsion, votre arrêté d'occupation illégitime, il vous fait pas grand-chose. Enfin, vous voyez, il vous sert pas à grand-chose. Ben là, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'on est dans une période quand même de transition et que des usages sont en train de se structurer. Et que, effectivement, si des entreprises n'ont pas atteint une taille critique, il n'est pas certain qu'elles auront l'occasion dans les mois, années à venir, une fois que les solutions auront été déployées à grande échelle dans des infrastructures chez des clients solvables, bah ceux-ci, avant de déménager, de quitter ces grands prestataires, ce sera un peu difficile. Donc c'est là où il y a une volonté, et c'est pas par de dire je prends une solution, elle est française donc elle est mieux, mais en tout cas je dois envisager de faire éclore un écosystème, et c'est là où quand même, la commande publique, et il ne s'agit pas d'avoir pour le principe de dépenser de l'argent, mais en tout cas peut être un gage de crédibilité ou de confiance pour rassurer, pour impulser et le passage à une phase de consolidation qui est quand même bienvenue. Richard Deville, Centre des promotions financières et Institut des actuaires, des questions très basiques. Le marché, en fait, pour les jeunes, comment on les attire? Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Vous dites maintenant que les jeunes, c'est... bon. Mais il y a aussi la défense. Ils n'aiment pas à cause des armes parce qu'ils estiment qu'ils détruisent. Non, mais... Ouais. Et l'autre service domaine, c'est le data mining pour le marketing. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire ça, à passer ça? Et l'autre question que j'ai posée, c'est très terre à terre, hein. En tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, on dit c'est l'État, les entreprises et tout. Mais moi, vous tous ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous nous recommandez de faire concrètement? Alors, la formation, c'est vrai qu'on va être dans des entreprises où, globalement, aujourd'hui, dans le domaine, moi je parle dans mon domaine de la cyber, c'est clairement le salarié qui a la main. Vous ne pouvez pas vous permettre il faut faire, c'est à la fois de la calinothérapie et puis beaucoup d'entretien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en plus, avec des réseaux sociaux, prenons l'exemple de LinkedIn, en moyenne, une offre, un garçon, une fille, et a fortiori d'ailleurs une fille, va recevoir deux offres par semaine, avec des majorations de salaire entre 15 et 20% de plus qu'on va lui proposer. Donc là, le taux de rétention, la fidélisation va être un élément structurant. Ça, c'est important pour des managers. Pourquoi? Parce que c'est de leur dire, vous ne pouvez pas, asseoir votre autorité en disant, c'est moi le chef, donc c'est moi qui ai raison. Donc ça oblige à beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus d'humilité. En clair, ce qu'ils demandent, et pour l'avoir géré et gérer des équipes, c'est globalement, il faut que mon chef sache faire quelque chose que je ne sais pas faire. Deuxièmement, il faut que mon chef, à ce moment-là, m'apprenne ce qu'il sait faire. Et troisièmement, alors évidemment, ça embête quand vous avez un chef qui sait faire un seul truc et il vous dit, je ne veux pas l'apprendre parce qu'après, je vais perdre mon élément concurrentiel. Et troisièmement, le jour où il y a un problème, on a un problème, il faut que le chef soit autour de la table et participe à la résolution du problème. Non, mais ça veut dire par là que quand on a sacralisé, comme ça peut être le cas, des diplômes, vous savez, des gens qui mettent dans leur nécrologie, quand ils ont 90 ans, qu'ils ont fait telle grande école quand ils en avaient 20, vous ne pouvez pas clore une conversation en disant, écoute, moi, je suis polytechnicien, donc tu comprends ça. Moi, je l'ai vécu dans des grands groupes industriels, ça tient pas la route, la personne rionnait, enfin dans le meilleur des cas, et sinon elle se barre. Pourquoi? Parce que donc vous avez besoin d'être dans un apprentissage continu. Et ça, c'est en termes managériels, c'est à la fois très stimulant, c'est fatigant parce que vous êtes obligé d'apprendre. Donc, deuxièmement, la mission. Et ça, c'est vrai. Moi, j'ai des exemples très précis en tête où de Game of Thrones à Notre-Dame de Paris, quand vous arrivez, vous allez voir des collaborateurs en disant il y a le feu à Notre-Dame, il y a des cyberattaques, on a été choisi, on nous a appelés, il faut aider pour ça. Et c'est pas une sorte de religion. Simplement, le gars se dit, il aurait pu faire un don parce que Notre-Dame, il y avait un imaginaire, mais de se dire mince, c'est moi qui fais en sorte de protéger. Et Dieu sait qu'il y en a eu des cyberattaques pendant l'incendie, ça a été un grand moment. En fait, de dire voilà, j'ai une contribution. Donc là, et de dire tiens, c'est marrant, c'est nous qui ont été appelés pour faire ça. Donc, je suis dans la bonne boîte au moment où ça se fait, parce que quand il se passe des trucs, c'est là où, effectivement, ça se passe. Donc, la nature des missions.
Alors la question s'est posée. Alors post-attentat de Paris, c'est vrai que la DGSE, moi on a eu des équipes qui sont parties, des jeunes qui sont partis au ministère des Armées, pardon, parce qu'effectivement il y avait cette mission de dire après tout, nous quand on fait des exercices, on fait des exercices pour éprouver la robustesse du système, mais on ne casse pas le vase, on s'arrête juste avant. On dit voilà, vous imaginez bien qu'on aurait pu faire le dernier centimètre permettant de casser le vase. Bon, il est évident qu'un service de renseignement va jusqu'à casser le vase et ça peut être pas une satisfaction, mais quand la cause le justifie, le mérite et que c'est dans un environnement maîtrisé, ça peut être une action que des femmes, des hommes peuvent conduire, peuvent apprécier d'être efficaces et de servir une politique qui correspond à leurs valeurs dans un cadre maîtrisé. Donc oui, c'est possible, mais la question du management remet en cause effectivement cette expertise, et surtout qu'on est parfois dans ce qu'on appelle en bon français du reverse mentoring, c'est-à-dire que, et il n'y a aucun jeunisme là-dedans, hein, c'est juste qu'il est possible que des gens aient une compétence, quel que soit leur âge, leur diplôme. C'est pas forcément le plus ancien dans le grade le plus élevé qui a raison. Et donc, ça oblige des managers à jouer sur d'autres valeurs, sur d'autres capacités de cohésion et de valorisation. Et donc, c'est très humain. Et c'est plutôt bienvenu. Par contre, évidemment, tout le monde n'est pas capable de faire cela. Les actions qu'on peut faire, déjà, c'est de se poser la question de qu'est-ce que dans mes usages numériques, en termes de choix d'application. Je prends un exemple tout bête, et je vous ferai pas au micro des recommandations précises, mais enfin, je veux dire de donner des marques. Mais la question, prenez votre système de messagerie, votre email. Combien d'entre vous ont un email payant ? Payant, c'est-à-dire que vous payez un abonnement pour avoir un système d'email. Combien d'entre vous ont leur nom de domaine, c'est-à-dire que votre nom de famille, de manière à l'avoir. C'est-à-dire que votre identité numérique, vous ne l'avez pas forcément pour en faire des choses extraordinaires, mais déjà pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Le fait d'avoir un email payant, il est évident que c'est quand même un exercice paradoxal, parce que il est évident que celui qui va vous offrir le système de messagerie, Yahoo, Gmail, AOL, etc., en fait, la contrepartie, c'est qu'il scanne l'intégralité de ce que vous recevez. Mais c'est votre dossier médical quand vous envoyez au laboratoire. C'est pour ça que les laboratoires d'analyse médicale qui sont sur des plateformes gratuites, je trouve ça c'est extraordinaire. Et c'est la contrepartie de cela. Et il est évident que ces données sont exploitées. C'est évident que quand vous envoyez votre résultat d'analyse médicale ou vous le recevez, il est évident que en plus c'est très lisible pour un algorithme puisque c'est un tableau, enfin c'est très lisible, très exploitable. Voilà. Donc la contrepartie, c'est de dire est-ce que je trouve normal que en échange de la gratuité d'un service, j'offre le profilage de mon activité. De la même manière que si vous ne faites pas attention à votre téléphone, vous laissez la géolocalisation. D'ailleurs, je vous recommande, faites-le. Prenons l'exemple de Google. Je suis obligé de citer Google parce que Google, c'est plus de 96% de la consommation numérique en France. Allez sur Google et demandez à Google, vous avez le droit, en tant que, quel que soit, alors là nous n'avons que des éminentes personnalités, mais c'est ouvert à toute personne de grade, de fortune ou d'âge. Demandez à Google vos 5 ans, puisque c'est ce qu'il va vous fournir, vos 5 ans de résultats de recherche. Donc Google va vous envoyer quasiment par retour de mail un petit fichier qui est 5 ans de ce que vous avez demandé à Google. Regardez-le, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant, parce qu'il y a des éléments où vous allez très bien vous rappeler ce que vous avez sollicité, puis à un moment, des trucs, vous allez... Et c'est 5 ans. 5 ans, c'est long. Parce que, surtout dans la jeune génération qui utilise le mode de son téléphone pour régler n'importe quel... Est-ce que Johnny Hallyday est plus vieux que Eddie Mitchell ? Hein, André, je ne sais pas. Nous allons vérifier ça. Bref, des questions aussi existentielles que celle-là, donc, va être traitées. Et donc, il y a cet archivage qui donc, par un tableau pointilliste, dessine un profil de la personnalité. Pareil sur vos emails, puisque si vous leur avez confié, et pareil si vous ne l'avez pas déprogrammé sur votre géolocalisation. Regardez votre historique de géolocalisation. Vous n'êtes pas à Paris le 19 janvier à 10h du matin. Vous êtes au 27 de la rue de Londres, là, et si vous vous amusez à aller faire un tour, alors pas à cloche-pied, ça ne se verra pas, mais si vous faites un tour de la gare Saint-Lazare à pied, et ben ça se verra sur votre carte que vous avez fait à 10h12, 14, etc. votre tour de la... Alors évidemment, vous voyez que cette donnée, elle va être stockée également. Alors c'est votre profil à vous. Vous avez bien compris que dès lors qu'on pourrait le croiser et qu'on va le croiser avec celui de quelqu'un d'autre, on sait qui vous avez rencontré, qui, où, pendant combien de temps, etc. Et donc ça, c'est une donnée qui est accessible immédiatement. Donc en ayant cette connaissance de fait de dire, bah tiens, moi, je vais faire attention à ne pas mettre ma géolocalisation. Je ne fais attention à peut-être prendre un service de messagerie payant. Je vais de réduire, d'avoir des emails jetables.
À un moment, vous allez utiliser des profils d'email qui vont servir, puis à un moment, vous allez, comme on sacrifie à un moment des batteries, vous allez dire, bon, voilà, moi je vais utiliser des emails qui vont à certains usages, et ça, je ne vais pas l'utiliser, et je vais faire en sorte de leurrer, ou en tout cas de disséminer l'information me concernant. Voilà, plus on aura des usages compris des environnements. Et pareil, quand je reprenais l'exemple des applications ludiques, de se dire, mais tiens, quel est l'intérêt, quelle est la raison d'être ou l'impact de cela, c'est vrai que ça va être plus on aura haussé le niveau de sensibilité, et plus effectivement ça pourra façonner les usages. Et pour ça que j'évoquais le cas d'entreprises qui sont des corps sociaux mortels, c'est-à-dire qu'éventuellement, des entreprises pourraient renoncer. Un exemple, lorsque Google lance les Google Glass, donc ces lunettes Google, qu'est-ce que c'est? C'était l'idée, la promesse, c'était que sur la lunette en question, qui était une lunette un peu élargie, mais globalement, vous aviez, en clair, je disais, tiens, c'est un grand philosophe, est-ce que c'est Erasme, est-ce que c'est Racine, non, je ne sais plus, non? Et donc là, vous cherchiez, André, félicitations, etc. Et là, vous pouviez le reconnaître. Bon, techniquement, ça fonctionnait. Techniquement, et l'idée, c'était de dire, oui, mais comme ça, les formes. Bon, il s'avère qu'il y a eu des tensions aux États-Unis sur des photos dans les salles de sport où les gens se déshabillent. Enfin bon, bref, ça a créé des tensions et Google à un moment a dit allez, j'arrête. Alors que techniquement le produit fonctionne, simplement il s'est dit socialement c'est pas prêt, il y a créé des tensions, etc. Et donc par les usages, on a retenu. Alors aujourd'hui, vous avez des entreprises qui l'utilisent dans le cadre strictement professionnel. Mais on voit bien qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen, on a un droit. Et puis en tant qu'électeur, parce que quand vous allez voir vos parlementaires, alors évidemment, et c'est là où je salue le travail d'Isabelle ou d'autres parlementaires qui s'intéressent à ces sujets-là. Très sincèrement, vous avez aujourd'hui à l'Assemblée, et c'est de LFI alors au RN, puisque le RN a pris la présidence du groupe Souveraineté numérique, c'est des parlementaires, évidemment, électoralement, ça rapporte rien. Moi, je connais des parlementaires qui m'ont dit « T'es gentil avec tes trucs de neutralité du net », mais personne n'est jamais rentré dans ma circonscription, dans ma permanence en me disant « Alors, non, les gens veulent un appartement pour le petit, un job pour le grand, enfin voilà, des choses comme ça. » Mais donc, un parlementaire qui s'intéresse à ces sujets-là, député ou sénateur, c'est méritoire. C'est méritoire parce que à court terme, moyen terme, électoralement, c'est pas, vous voyez, pas de retour sur investissement. Mais par contre, il faut des pouvoirs publics qui soient exigeants. Pourquoi? Parce que face à vous, face à nous, nous avons la fine fleur des affaires publiques, vous avez la fine fleur des juristes, des lobbyistes, des choses qui sont des gens brillants, des gens intelligents, des gens... voilà, il y a de la matière grise derrière. Hein. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas en face une capacité de riposte, il ne s'agit pas d'être en guerre, mais en tout cas de pouvoir jouer la partie, quoi. Vous renvoyez la balle, faire un truc, et bon, et ben effectivement, eux, ils avanceront tant que, voilà, ils ne seront pas raisonnables par eux-mêmes. Donc effectivement, l'important, c'est d'avoir des élus, des politiques qui ont une vision au-delà du quarter, enfin au-delà du chiffre d'affaires et au-delà de la chose. Et ça, c'est important par l'éducation, la formation, et d'avoir des gens qui peuvent se saisir de sujets, sachant que la facilité, ce serait effectivement de dire, je dis ça avant que M. Crozier, donc le jeune Rosier, pardon, Guillaume Rosier, le jeune, effectivement, l'attendra, avant que ce Guillaume Rosier propose son application. C'est vrai que toutes les grandes plateformes du monde sont allées voir le gouvernement français en disant vous voulez donnez-nous les données de santé des Français et nous on va vous faire un panorama. Bon, il s'avère que ce qui est à la fois réjouissant et frustrant, c'est que c'est un garçon tout seul, même pas diplômé de Télécom Nancy à l'époque, qui soit capable de compenser toute la politique industrielle en disant moi je vais vous trouver une solution, Monsieur le Président, enfin la France, et on va trouver un truc et on va faire quelque chose qui répondra à la demande. Bon, voilà. Mais c'est à la fois une très belle histoire, mais on n'aura pas tous les jours un Guillaume Rosier pour éventuellement proposer une solution alternative. Alors Orange et Quant, ils scannent comme Google vos... Alors non, Orange, parce qu'Orange vous êtes en payant. Orange, vous êtes en payant. Non, c'est dans le cadre de votre abonnement, c'est votre abonnement. Non, alors justement, c'est le modèle de l'abonnement. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez, c'est inclus, et donc le modèle. Alors après, et la question s'est posée pour Orange, de dire mais vous êtes ringard parce que vous ne valorisez pas les données. Et dire non, moi je les valorise pas parce que mon modèle économique est fondé sur l'abonnement. Voilà. Alors Quant, c'est autre chose puisque alors là, c'est un peu particulier. Donc c'est un moteur de recherche. C'est un moteur de recherche. Qui s'appuie quand même beaucoup sur l'infrastructure de Bing, donc de Microsoft, pour assurer la matérielle. Alors, officiellement, ça a été pour justement décorréler, mais l'ingénierie initiale, enfin, derrière, c'est Bing de Microsoft. Voilà, le défaut qu'a Quant, ça a été de ne pas avoir suffisamment d'adhésion, et donc vous avez une insatisfaction, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le moteur de recherche, où voilà, c'est lié au fait qu'il y a eu une impréparation, enfin une insuffisance de consommation, donc les résultats
sont, et c'est pas faire injure aux équipes de compte, mais moins performants, mais par contre, ils seront d'autant plus performants que vous les utiliserez. Et si on ne l'utilise pas, vous voyez, c'est un élément, voilà, si on ne l'utilise pas, il gagnera pas en pertinence. Parce que vous êtes bien d'accord que quand vous répondez, vous cliquez sur le premier lien des résultats de recherche, en fait, vous contribuez à rendre intelligent le moteur, puisque vous validez que pour vous, Jaguar est une voiture ou un félin, ou que quand il envisage un élément, enfin c'est bien ça. Donc vous le récompensez, et donc il se dit ah bah oui tiens pour lui ça c'est vraiment la bonne réponse. Et donc c'est hormis les résultats commerciaux qui sont facturés et donc qui sont en avant parce qu'ils sont commercialisés, les autres sont censés être le fruit du consensus des internautes. C'est ce qui s'apparaît dans la fameuse fonction Google Suggest. D'ailleurs, vous le regardez, ce qui est tout à fait intéressant. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec votre nom. Si vous allez voir, bon, ça. C'est que quand vous commencez à taper quelques mots dans le cartouche de Google, enfin dans le moteur, en fait, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir qui s'appelle Google Suggest, qui est ce que les autres internautes, quand vous avez commencé à taper ça, ce que les autres internautes ont écrit et ont posé comme question. Et c'est vrai que c'est intéressant. Simplement, là où vous pensez être singulier, être original dans la formulation de votre question, vous voyez qu'à priori, tout le monde a déjà essayé de la poser avant. Mais par contre, c'est très révélateur des préoccupations. Prenez le nom de n'importe quelle personnalité du showbiz, vous allez avoir, enfin, c'est nu, le nom de la personnalité, nu, conjoint, âge. En général, c'est les trois choses, et éventuellement une religion, si se pose la question. Et ça veut dire quoi? C'est ce que cherchent nos concitoyens, nos compatriotes, oui, quand ils sont dans l'intimité de la relation avec leur téléphone et ce qu'ils cherchent comme information. Puisque l'avantage du numérique, c'est que pour ceux qui supervisent, c'est qu'autant si vous demandez à André ce qu'il a regardé hier, il a regardé Also sprach Zarathustra en allemand sur Arte, ou Le soulier de satin, qu'il a regardé 2 fois, alors qu'en fait, il a regardé les tuches, mais socialement, il va dire j'ai regardé Le soulier de satin, alors qu'en fait, il a regardé les tuches 6 dans sa, voilà. Et donc on n'a plus besoin de vous demander, donc il n'a plus besoin de mentir, puisqu'en fait le gestionnaire sait exactement ce qu'il a fait, le temps passé, les sites qu'il a fréquentés, et c'est ce qui permet l'hyper-personnalisation. Un grand merci à Nicolas.